Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes ce soir, merci d'être là, à l'association NL-PNL Paris-Île-de-France, qui fait partie de la fédération NL-PNL, c'est-à-dire la fédération des associations, des PNListes de toute la francophonie. Le thème aujourd'hui va tourner autour de la PNL et la thérapie familiale systémique. Pour commencer, je vais très rapidement me présenter. Il y a des personnes que je connais, qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, juste pour dire que j'ai été juriste au départ, enseignante pendant des années en secondaire, lycée professionnel. Et puis, j'ai travaillé en entreprise aussi une dizaine d'années. Et puis, un jour, je suis tombée dans la PNL et je me suis dit, voilà, dès que je peux, je pars. Donc, maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je travaille. J'ai été formée à l'IFPNL, donc comme maître praticien et comme formatrice en PNL. Et puis ensuite en hypnose avec Stephen Gilligan et Anne Linden, et également en thérapie familiale, donc avec Carole Gammer. André a tout à fait raison. Alors si je vais encore un tout petit peu plus loin dans le temps, moi j'ai démarré avec des adultes. Et puis au bout de, je crois, un mois, parce que je n'avais pas du tout l'idée que ça pouvait concerner les enfants ou les adolescents, au bout d'un mois pratiquement, j'ai eu un garçon de 11 ans qui est venu et qui manquait de confiance en lui. Et puis ça a bien fonctionné. Je me suis dit, youpi, ça marche aussi avec les plus jeunes, mais je vais m'arrêter là. Et puis le mois suivant, je me suis retrouvée avec un tout petit de 5 ans. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je le raconte déjà dans l'autre conférence qu'on avait faite pour un LPNL. Et le thème, ce n'est pas vraiment les enfants, sauf que très, très rapidement, je me suis retrouvée effectivement avec des petits de 4 ans et demi, 5 ans, envoyés par une pédiatre qui connaissait celui de 11 ans. Donc, du coup, elle avait dit, ah, bah, il y a un petit frère là, il va y aller aussi. Et les circonstances ont fait que je me suis retrouvée avec des petits en me disant, bah, je vais adapter, je vais trouver des moyens. Tout en me disant à chaque fois, bon, bah, ça y est, j'en ai eu un nouveau, maintenant c'est fini. Puis non, finalement, ils arrivaient. Et effectivement, du coup, j'ai commencé à adapter en fait la PNL aux enfants, ce que j'avais appris de la PNL aux enfants. Alors, effectivement, il y a eu les livres. J'ai eu la chance de pouvoir partager ce travail dans le cadre de formations, notamment en Espagne au début. D'ailleurs, les livres ont été traduits et sont sortis d'abord en Espagne. C'est pour ça que l'éditeur est espagnol, catalan, je suis fidèle. Donc, c'est lui qui continue. Et puis, donc, il y a eu le livre des adolescents et le dernier de thérapie familiale. Donc, c'est plus ce travail-là qui va nous intéresser. Je remercie tout particulièrement, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Mon but, c'est de partager ce travail qui est une passion, je ne vais pas le cacher, ou du moins que j'exerce avec passion. Et surtout, si possible, interrompez-moi, posez des questions. Moi, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. J'aimerais vraiment que ce soit plutôt interactif. Alors, je crois que Marie-Christine va noter quelques questions, mais sinon, si spontanément il y a quelque chose, n'hésitez pas à le faire. J'aime autant. Je préfère même. Hein, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à le faire. Et je remercie aussi les personnes qui sont venues alors qu'elles ont déjà été formées à la thérapie familiale et qu'elles sont déjà venues à mes formations et qui sont là ce soir. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer et que ce sera intéressant pour vous aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment ou pas par rapport au programme? Okay. Donc, la thérapie familiale, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce qu'il y a des livres fantastiques sur le sujet. Il faut savoir simplement, et vous le savez peut-être, que c'est issu des thérapies brèves, donc de Palo Alto, des thérapies brèves, et comme la PNL, comme la Gestalt, comme plein d'approches, la thérapie familiale systémique, du moins l'approche systémique, donc vient de là, c'est-à-dire que dans l'esprit, dans la posture, et on y reviendra, il y a énormément de points communs avec la PNL. Juste une question pratique, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Le son est bon? Oui, pour moi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va être orienté présent, futur, hein, comme en PNL. Évidemment, on va aller dans le passé aussi, mais l'essentiel, c'est de trouver des solutions pour le présent. Hein, donc, ça fait partie des approches orientées solutions. Ce qui est intéressant dans l'approche systémique, c'est deux choses. La première, c'est qu'on va travailler sur le lien. Et ça, on y reviendra assez souvent. On travaille sur le lien
dans la famille. Et comme on est tous a priori issus d'une famille quand même, on travaille sur les liens aussi transgénérationnels. Hein. C'est-à-dire que quand vous recevez ou quand deux parents avec un enfant, en fait, vous avez deux parents, donc un père, une mère, mais chaque parent vient avec en arrière-plan ses propres parents, son vécu hein, en tant qu'enfant, en tant que jeune, sa relation avec son propre père, sa propre mère. On ne va pas aller plus loin, mais on peut aussi le faire. Et puis de l'autre côté aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils viennent en famille à trois, vous en avez trois plus deux plus deux. Hein, donc en fait, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que l'éducation qu'on va donner à nos enfants va dépendre aussi de celle qu'on a reçue. Et ça, c'est vraiment un point important. Et on va donc travailler sur le lien. L'idée de l'approche systémique, c'est que on travaille sur le fait qu'il y a un dysfonctionnement dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a un problème, si on veut, parce que les personnes appellent en disant on a un problème. Ils ont un problème, c'est sûr, mais nous, on sait qu'il y a un dysfonctionnement. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que personne n'est coupable, personne n'est responsable. Je veux dire, bien sûr, chacun peut se sentir impliqué à sa manière, mais je pense que c'est très important et que ça rassure beaucoup les personnes qui viennent de savoir que personne n'est coupable et que chacun a fait de son mieux. Et là, on rejoint complètement la PNL. Hein. Avoir l'intention positive aussi. Donc, c'est un point sur lequel on reviendra souvent en travaillant avec les familles. Et en fait, donc, il y a un dysfonctionnement et les personnes viennent parce qu'il y a ce qu'on appelle un patient désigné, qui est en général un enfant ou un adolescent. Excuse-moi Valérie, merci de fermer votre micro si vous avez des enfants ou la radio ou le téléphone. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Vas-y Valérie. Oui, ok, merci. Donc c'est ça. Donc les personnes viennent déjà et on sait que il y a ce qu'ils appellent donc le patient désigné qui est celui à cause, entre guillemets, hein, duquel on vient, parce que c'est lui qui a un problème. Et ça, je dirais que c'est l'approche traditionnelle, et puis c'est le ressenti qu'on peut avoir, que tout ça, c'est de sa faute, il est insupportable, il répond, etc. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un enfant qui fait venir la famille. C'est que nous, on ne va pas le voir comme le coupable et le responsable de tous les problèmes de la famille, ce n'est pas ça du tout. Lui, il est là pour dire, ça on ne va pas l'annoncer au départ aux parents, mais très souvent, je vais être amenée à le leur dire, mais plus tard, l'enfant est là pour signaler, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Hein, il y a un dysfonctionnement. Ce n'est pas forcément quelque chose de très grave, mais si je vous donne un exemple, si vous prenez un enfant qui je veux dire, qui est le chef à la maison, qui décide de tout, qui est autoritaire, qui fait des colères, qui veut tout ce qu'on peut lui donner, donc qui exerce d'une certaine manière beaucoup d'autorité, vous pouvez être à peu près sûr que la question autour de laquelle et sur laquelle on va essentiellement travailler avec cette famille, ça va être la question de l'autorité. C'est-à-dire que quand un enfant exprime trop de quelque chose, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'expriment pas suffisamment de la même chose. Donc, c'est vraiment une question de place. En fait, on travaille toujours sur la place de chacun dans la famille. Et vous verrez que très souvent, vous avez peut-être déjà remarqué, donc quand l'enfant prend beaucoup de place, c'est que les parents n'osent pas parfois prendre leur place. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit au sujet de l'autorité. Je n'ai pas bien compris. Alors, ce que je disais, c'est que quand un enfant arrive, par exemple, et qu'il exprime beaucoup d'autorité, il veut dominer dans la famille, il veut diriger, il veut commander, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il y a un des parents qui, tout en faisant de son mieux, n'exprime pas suffisamment ou ne prend pas suffisamment sa place par rapport à l'autorité. Et très, très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant n'est là que pour montrer le symptôme et le dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré, hein, c'est un jeu d'équilibre dans la famille. Donc moi, je suis le chef. Mais ces enfants-là, souvent, ils vont être plutôt angoissés parce qu'ils prennent une place qui n'est pas la leur. Donc, ils vont être le chef, ils vont faire des crises, ils vont faire des colères, et les parents vont appeler en disant, voilà, il a du mal à gérer ses émotions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'interroger à ce moment-là les parents pour voir comment eux, en famille, se comportent avec l'enfant. Et très souvent, on verra qu'il y a, là c'est l'autorité, un manque d'autorité ou de positionnement de la part des parents. Hein, moi, j'ai des enfants de 5 ans qui choisissent ce qu'ils veulent manger. Mais ils choisissent, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le réfrigérateur et disent ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ou la maman qui dit, mon chéri, qu'est-ce que tu veux ce soir? Et qui fait un menu spécial tous les soirs pour l'enfant.
Le faire de temps en temps, c'est très bien. Mais quand ça devient l'habitude, ça pose problème. Et c'est pour ça que les gens viennent. Hein, c'est qu'il y a des habitudes qui ont été prises et du mal à trouver sa place pour certains. Donc, en fait, celui qui vient, qui soi-disant a le problème, mais en fait, il a la solution. Il dit autorité. Hein, moi, j'ai un petit garçon qui doit venir me voir bientôt. Je n'ai pas encore vu, mais de tout ce que la maman m'a dit, j'ai un peu compris, a priori, quel pouvait être le problème de cet enfant. La maman a eu des problèmes de santé, elle a eu un cancer, elle a eu encore 3 opérations depuis le début de l'année. Elle lui explique tout ça. Et ben, peut-être que c'est ça le problème. Et l'enfant est angoissé, il ne peut pas dormir avant minuit. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des hypothèses, hein, mais tout ce que celui qui soi-disant va mal, c'est possible qu'il aille mal quand même, hein, exprime, nous donne des pistes à travailler avec la famille. On reviendra là-dessus après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va travailler sur le lien et on va travailler sur le fonctionnement ou dysfonctionnement de la famille par rapport à certains points. Moi, j'ai un garçon de 15 ans un jour qui m'a dit, moi, je ne veux plus aller en cours. Je dis, OK, tu ne veux plus aller en cours, bon, ta mère t'amène là, pour d'autres raisons, bon, de comportement. Et ton père, il dit quoi? Mon père, il dit que je fais ce que je veux dans la vie. Ben, c'est ça le problème. Ouais. Le problème, ce n'est pas tant qu'il ne veuille pas aller en cours, c'est que malheureusement, à son âge, il est obligé, il faut que quelqu'un lui dise ça. Ouais. Hein? Donc, les solutions, elles sont toujours là. Hein? Et ça, c'est intéressant parce qu'en fonction de ce que les personnes font, on a des pistes. Après, on travaille vraiment sur des hypothèses. Oui. Valérie, je pense que tu y reviendras, mais est-ce que tu pourrais clarifier ce que tu viens de dire rapidement? Quand on a le problème, on a la solution, tu as dit. Oui. Tu vas y revenir ou Je peux l'expliquer assez rapidement. Oui, tu peux l'expliquer. Oui, je te remercie. Par exemple, quand quelqu'un m'appelle pour prendre rendez-vous, je prends toujours du temps pour écouter la personne. C'est-à-dire qu'on va parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut. Et pendant ce temps-là, la personne qui appelle, qui est la plus motivée pour que ça change, c'est soit un parent, évidemment, ça va être le père ou la mère, peu importe, va expliquer quel est le problème. Elle va nous donner ce qu'on va voir après les tentatives de solution, c'est-à-dire tout ce qu'elle a tenté pour régler le problème. Elle va nous expliquer aussi, pas toujours, mais où on va demander s'il y a des fois où ça se passe mieux, c'est-à-dire les exceptions, les fois où justement il n'y a pas le problème. Et on va y revenir tout à l'heure, quand on explore les exceptions au problème, c'est-à-dire les moments où il n'y a pas le problème. Par exemple, un enfant qui ne peut pas s'endormir le soir sans qu'on lui tienne la main. Il a 7 ans, 8 ans, 9 ans. D'accord? C'est fréquent. C'est expliqué aux parents que voilà, ça a été une solution pour aider l'enfant quand il était petit ou quand il était malade, avec la meilleure intention du monde, et ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, il a 7 ans, vous restez jusqu'à ce qu'il s'endorme. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez me voir parce qu'il a peur de rester dans la journée tout seul dans une pièce. En clair, c'est un enfant angoissé, alors qu'on fait tout pour le rassurer. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez fait un peu autrement? Et il a réussi à s'endormir, par exemple. Donc, et là, la personne va vous dire, ah ben oui, il y a une fois où je lui dis, écoute, tu es capable, etc. Il a réussi sans que je reste. Ça, c'est ce qui a fonctionné. C'est une fois où il n'y a pas eu le problème. Ça a fonctionné, donc c'est une partie de la solution. C'est-à-dire quand les gens vous racontent le problème, ils vous disent aussi ce qui a marché. Et ce qui a marché, ça fait partie de la solution. Ce n'est pas toute la solution, sinon ils auraient réglé. Mais ça nous donne des indices. On va y revenir, je vous redonnerai des exemples après. Oui, merci beaucoup. Hein, c'est ça l'idée. Voilà. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de voir déjà qui vient en consultation. Donc ça, c'est ce qu'on verra. Qui vient en consultation. Pourquoi? Alors quand je dis pourquoi, c'est en 2 mots. Pour quel genre de problématique? Ensuite, on verra comment se déroule une séance. En gros, comment ça se passe. Hein, il y a des points essentiels, importants. Et puis, je vous exposerai un certain nombre de points sur lesquels il est intéressant de travailler avec les familles. Mais avant de commencer tout ça, je vais vous proposer de faire, alors ce n'est pas un exercice, hein, c'est une mise en condition par rapport à des questions que je vais vous poser. Alors, chacun le fait pour soi, on n'a pas besoin de vous mettre en salle. Ce sont des choses assez personnelles en plus, donc autant que ça soit chacun pour soi et vous garderez vos réponses pour vous. C'est juste pour tester quelque chose.
Marie-Christine, si tu veux bien me donner la main pour le PowerPoint, que je puisse le passer. Oui, tu n'as plus la main. Attends, je vais regarder, excuse-moi. Nommer animateur. Attends, je vais regarder si je l'ai là. Je te nomme animateur, Ok. changer Donc, d'hôte, alors, c'est et bon. voilà. Tu as le partage d'écran. Attends. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Hop, mince. Voilà. Ce que je vais vous proposer, mais c'est vraiment chacun pour soi, c'est juste un petit exercice comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour. C'est Gary Chapman, qui est conseiller conjugal américain, qui a écrit ce livre il y a 20 ans, sur le couple au départ, hein, comme conseiller conjugal. Et après, il a fait un nouveau livre sur les enfants, qui en gros est exactement le même, sauf qu'il y a des exemples adaptés aux enfants. Mais la trame est la même. Ce que je vais vous proposer, et il y a 5 langages de l'amour, c'est de réfléchir juste pendant 1 minute, même pas, chacun pour soi, à ce qui est le plus important pour vous quand vous exprimez de l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Vous avez le choix. Ce que je vais vous proposer, c'est de le mettre en numéro 1, numéro 2, etc. Il y a les paroles valorisantes. Vous allez voir après à quoi ça sert. Hein. Les moments de qualité, les services rendus. Après, je vois plus. Les services rendus. Après, il y a les cadeaux et le toucher physique. Le toucher. Pourquoi mettre physique? Donc, il y a ces 5-là. Et simplement, prenez un instant chacun et notez pour vous dans quel ordre vous les mettriez, numéro 1, numéro 2, etc. Dans ce qui vous paraît le plus important pour vous. En pensant à une personne en particulier, c'est mieux. C'est peut-être plus facile ou en général, comme vous voulez. Juste de noter, de 1 à 5. De où on met ça, Valérie? Pour vous? Non, sur une feuille pour vous. Ah, pour nous, pour nous. Oui, c'est juste pour chacun pour soi. On fait en famille, mais c'est chacun pour soi. D'accord. Hein, ce que vous estimez le plus significatif? Qu'est-ce qui représente? Qu'est-ce qui vous touche le plus en fait? Donc, ce qui vous touche le plus de la part de quelqu'un en particulier ou d'une manière générale qu'on vous fasse. Hein. Donc, je sais que telle personne m'aime quand il y a d'abord ça, 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 ça. Voilà ce dont j'ai besoin moi. Vous pouvez prendre des amis, vous prenez qui vous voulez, hein, peu importe. C'est juste penser à quelqu'un en particulier. Ça y est. Très bien. Ensuite, vous allez faire dans l'autre sens. Vous allez dire, vous allez pour vous-même noter comment vous vous exprimez à cette même personne. Dans quel ordre? Ah Parce oui. que parfois, ce n'est pas la même chose. Et selon la personne que vous choisissez, ça peut être différent. Et vous allez juste choisir une personne. Après, vous pourrez continuer chez vous si vous voulez plus tard. Donc, comment vous l'exprimez à quelqu'un de précis? Dans quel ordre? Donc, en premier, ce à quoi vous êtes le plus sensible. En second, comment vous l'exprimez à une personne donnée. Et maintenant, le plus difficile, toujours meilleur pour la fin, vous allez penser, hein, dans un troisième temps, à cette même personne et imaginer de son point de vue comment cette personne les classerait. Ce qui, d'après vous, est le plus important pour lui ou pour elle. Comment il ferait? Comment il les mettrait? Dans quel ordre? C'est bon? Oui. Je peux arrêter le partage d'écran alors. Voilà, est-ce que quelqu'un veut dire ce
ce qu'il a observé, sans donner les détails forcément. Est-ce que ça correspond ou pas? Ou est-ce que vous découvrez quelque chose en le faisant? Moi, je veux bien commenter. Donc, Oui. oui, l'exercice est vraiment très, très amusant parce qu'en effet, ce n'est pas du tout la même chose. Par chance, quand même un peu à certains endroits, mais effectivement, il y a des choses extrêmement différentes entre ce que j'attends de l'autre, entre ce que je pense qu'il préfère et entre ce que moi je préfère. C'est D'accord. très différent. D'accord. Merci Frédéric, merci. Hein, c'est intéressant. Alors, parfois, on aura des surprises, parfois non, mais imaginez ce qui est le plus important du point de vue de l'autre, c'est pas évident. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller le demander après, puis de se dire, voilà, est-ce que c'était ça ou pas? Si on peut le faire, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Oh, pardon, je reprends juste la parole un instant, mais c'était pour dire, moi, il le dit, moi. Ah bah tant mieux. Voilà, ça, donc c'était assez simple. D'accord, très bien. Et moi, je veux bien prendre la parole. Oui, Béatrice? Oui, je suis assez choquée parce que c'est par rapport à ma maman. Et en fait, je fais une liste par rapport à moi, ce que j'apprécie. Je me rends compte que je m'exprime exactement dans l'ordre inverse de ce que j'aimerais, de ce que j'aime moi. Ah. Et qu'elle, en réalité, elle apprécie la même chose que moi. Donc, il y a un décalage. D'accord. En fait, on attend la même chose l'une de l'autre, mais en fait, je me comporte à l'opposé de ce qu'elle. D'accord. Voilà. D'accord. Merci Béatrice. Ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, maintenant que je vois ça, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer ou pas, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de le faire en famille. Par exemple, quand on reçoit des parents et puis vous avez le père qui dit, moi je ne comprends pas, il n'est jamais content. Pourtant, à chaque fois que je reviens de voyage, je lui offre des cadeaux. Et l'enfant, il dit, oui, mais papa, moi, ce que je voudrais, c'est que tu joues avec moi. Pour lui, c'est les moments de qualité, ce n'est pas les cadeaux. Ce n'est pas une preuve d'amour pour lui. Ça l'est peut-être en dernier, mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le besoin. D'accord. Quelqu'un d'autre ou on continue comme vous voulez? Juste, Oui. oui, juste, je voulais dire qu'effectivement, je trouve ça assez déroutant et ça m'interpelle énormément parce qu'en fait, des personnes que l'on croit bien connaître, moi, c'est ma fille, par exemple, à l'inverse de Béatrice aussi, mais je me dis, mais en fait, je la vois très souvent, on est très complices et en même temps, je ne suis pas certaine. Et je trouve que c'est juste génial à aller vérifier. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Oui. Vraiment, merci Valérie, c'est très intéressant. Avec plaisir. Ce sont des choses simples. Hein. Avec les familles, on fait souvent des choses simples. Hein. Les qualités de chacun, les moments qu'on a le plus appréciés, des choses très simples. Et les gens découvrent. Ah, mais ça, on n'en parle jamais. Hein, souvent, c'est ça. J'aurais une question éventuellement. Oui. Est-ce que vous pourriez répéter de quelle manière vous nous avez posé les questions? C'est la première fois, c'est ce que j'aime. Oui. La deuxième fois, c'est la deuxième question. C'est ce qui est le plus important a priori pour moi. Ok. Mais pour moi, de recevoir ou de donner? Parce que moi, du coup, ça m'a interrogé la question. C'est plus de recevoir a priori. Parce qu'après, on va faire de donner. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce que j'aime. On peut le faire de plein de manières. Oui, pardon. Ouais, ok. Oui. Donc la première question, c'est ce que j'aime recevoir. La seconde, c'est de quelle manière je m'y prends pour donner à l'autre, à mon amour. Qu'est-ce que je donne en priorité à l'autre? Oui. Qu'est-ce que je donne en priorité? Et la troisième question, c'est de quelle manière l'autre me montre son amour ou de quelle manière l'autre aimerait. Non, de mon point de vue, comment l'autre mettrait la classification? Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? D'accord. Donc la première question, mais pour lui. Oui, mais on peut le faire comme on veut. Hein. Qu'est-ce que lui, à mon avis, il mettrait en premier, lui ou elle, et qu'est-ce qu'il me montre? Mais là, on est vraiment sur un terrain du doute. Hein. Mais ce qui est plus facile à faire pour l'autre, c'est de se dire, lui, s'il avait cette liste-là, qu'est-ce qu'il mettrait en numéro 1 pour lui, de ce qu'il aime recevoir? C'est peut-être pas ce qu'il fait non plus. Mais la question est très intéressante parce que pour moi, on produisait ce que l'on aimait recevoir. Et bien, pas forcément. Voilà. Merci. Merci. Et peut-être avec certaines personnes, oui, et avec d'autres, non.
Et du coup, c'est Ouais. intéressant de se dire qu'est-ce qui fait la différence. Super. Merci pour ce bel exercice. Très intéressant. Très bien. Merci. OK, on continue Mhm. à l'exercice. Voilà, donc c'est le genre de petites choses qu'on va faire en famille, vous voyez, mais ça a quand même beaucoup d'impact. Alors évidemment, on va le faire autrement, hein, on va l'utiliser autrement. Par exemple, on peut très bien dire aux parents, voilà, et à l'enfant ou aux ados, c'est plus avec des adolescents, voilà, qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Et la personne, moi de temps en temps, je leur distribue des petits papiers, hein, donc la personne va noter ce qui est le plus important pour elle d'une manière générale, donc ça veut dire à recevoir. Qu'est-ce qui est le plus important pour votre enfant? Ne serait-ce que ça, déjà, c'est énorme. Donc le papa qui ramène des cadeaux, il dit ah, bah, le plus important, c'est les cadeaux. C'est comme ça qu'on montre qu'on aime. Et souvent, c'est aussi ce qu'on va faire parce que pour nous, c'est important. Si les autres nous le font, c'est que ça veut dire vraiment qu'ils nous aiment. C'est assez valable comme critère pour la personne. Et pour votre enfant, ce serait quoi le plus important? Et pendant ce temps-là, l'enfant, il va noter ce qui est le plus important pour lui. S'il est assez grand, il peut noter ce qu'il pense que son père pourrait faire. Ce que je veux dire, c'est qu'après, on va comparer. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que chacun va expliquer des choses. Hein, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plein d'idées, de choses à faire ensemble, de questions à poser. Et dans ce travail-là, il y a énormément de questions pour qu'il y ait des choses qui sortent et des choses importantes, des choses de fond. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de changer par rapport à ça? Alors, je vais reprendre. Qui vient en consultation? Donc, pour qui? En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au départ, la thérapie familiale systémique, elle est pour la famille. Mais en fait, non, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien recevoir des parents avec des enfants. Hein, moi, j'ai des demandes de thérapie familiale, par exemple. Et à ce moment-là, j'ai un des parents qui m'appelle en disant on veut venir en famille. Donc ça, c'est le travail, je dirais, classique de thérapie familiale. Vous pouvez aussi bien pratiquer tout ce qu'on va voir en recevant simplement un parent et son enfant, c'est-à-dire qui vient par exemple pour l'enfant qui a des problèmes de communication au collège. Prenez un papa qui vient, ma fille elle se dispute avec tout le monde au collège, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est malheureuse, etc. Il vient avec elle. On va les faire parler un petit peu ensemble. Et même une fois que le papa sera parti, on peut demander à la fille ce qu'elle pense qui est le plus important du point de vue de son père. Qu'est-ce qui fait que ton père veut ça pour toi? C'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions indirectes ou circulaires. Circulaire, c'est-à-dire on demande, c'est compliqué, on demande à une personne ce qu'elle pense que l'autre pense. Pour sauver une famille, on va dire il y a 2 parents et un ado. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez que votre femme apprécie le plus chez votre fils? Toi, qu'est-ce que tu penses que ton père, alors apprécie le plus chez ta mère, ça je ne sais pas si je le ferai. Qu'est-ce que tu penses que ton père pense que ta mère apprécie le plus chez toi? On va tourner, on ne va pas faire juger les parents par les ados, mais on va poser des questions comme ça. Hein, qu'est-ce que tu penses, des questions indirectes aussi, que ton père apprécie le plus chez toi? Et ça, moi, je l'utilise même seule. C'est-à-dire, je reçois une personne seule en PNL, enfin classique, normal, même un adulte, on va forcément travailler sur son environnement. Donc, on va travailler sur sa famille. Par exemple, si je reçois une femme qui vient me voir parce qu'elle est, en burn-out et que donc elle vient pour travailler ça, et forcément, on va travailler l'écologie, on va travailler le système. En PNL, on fait ça tout le temps. Quel est l'impact de votre burn-out sur la famille, sur votre mari, sur vos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrêté? Donc, on va en permanence questionner sur les autres. Alors, on n'est jamais sûr d'avoir les bonnes réponses. Ah, mon mari, depuis, il ne me parle plus. Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, il ne vous parle plus? C'est-à-dire qu'on va faire imaginer ou trouver la bonne réponse, je ne sais pas, les personnes par rapport à ce que les autres pensent pour qu'ils aient un éclairage différent de la situation. Ce qu'on va faire, c'est beaucoup de recadrage aussi, hein, beaucoup de recadrage positif. Donc, en clair, on reçoit la famille au complet. Vous recevez un enfant, un ado avec les parents ou avec un parent, ou même un adulte tout seul, et vous faites de la thérapie familiale systémique. Je viens parce que j'en peux plus de mes enfants. Ben, venez, madame, on va parler de vos enfants. Donc,
on va faire aussi comme si les autres étaient là. S'ils veulent venir, c'est un travail spécifique. S'ils ne viennent pas, on va prendre en compte ce qu'ils expriment par leur comportement, ce qu'ils disent, et puis ce que peut-être ils ressentent par rapport à la situation. Vous me dites si je suis claire ou pas. Oui. C'est bon? D'accord. Okay. Donc, au final, tout le monde vient. Ceux qui viennent physiquement et ceux qui ne viennent pas physiquement aussi. C'est-à-dire que toute cette approche, vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi, il m'est arrivé de recevoir des grands-parents. Il n'y a pas de souci. S'ils veulent venir, ils viennent. C'est pour aider la petite fille. Très bien. Alors, la seule chose, c'est qu'au départ, quand je recevais des parents avec l'enfant et que je leur demandais comment ils s'y prenaient, comment ça se passait à la maison, etc., parfois, j'avais des parents qui réagissaient pas très bien, qui devaient être très maladroites et qui me disaient « Ah, vous pensez que c'est moi qui ai le problème ?» Et heureusement, j'ai la conviction que celui qui a le problème a la solution. Donc, très rapidement, j'ai dit « Non, je pense que vous avez la solution. » Parce que l'idée, c'est que celui qui souffre le plus de la situation, et ce n'est pas forcément celui qui a le problème. Hein, si vous avez un adolescent qui se drogue, comme parent, vous pouvez souffrir beaucoup de la situation, peut-être plus que l'ado. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le parent qui vient. C'est lui qui a la solution parce que c'est lui qui veut que le système évolue, change. Donc, c'est lui qui a l'énergie pour faire bouger le système. Donc, quand je reçois un appel de parents et qui veut que son adolescent vienne, je prends vraiment encore plus le temps de discuter avec le parent pour savoir si l'adolescent a envie de venir ou pas. Et qui souffre le plus de la situation. Je ne vais pas le demander comme ça, mais les gens vont raconter la situation. Et ça m'est arrivé encore cet après-midi, une maman qui m'appelle pour son enfant et qui me dit bah oui, il faut absolument qu'il vienne, etc. Il a 15 ans, il doit venir. Je dis est-ce qu'il a envie de venir? Pour les enfants, il n'y a pas de souci, ils viennent. Mais les adolescents, moi, je ne fais pas comme ça. Est-ce qu'il a envie de venir? Ah, mais je vais la convaincre ou je vais vous le convaincre, etc. Du côté, faites comme vous voulez. Mais il faut qu'il ait envie de venir pour quelque chose qui le dérange, qui n'est pas forcément ce qui dérange les parents. Par exemple, ce garçon, lui, il a des problèmes au collège, c'est encore le collège. Il est au collège, il a des problèmes au collège, en tout cas avec ses amis, mais à la maison, il n'a pas de raison de venir pour quoi que ce soit à la maison, sauf que les parents trouvent qu'il répond très mal, etc. Donc les parents veulent qu'il vienne parce qu'il a des problèmes à la maison. Imaginez, vous avez été ado, on vous dit, toi, tu as des problèmes, tu nous parles mal, tu vas aller voir quelqu'un. Vous avez envie d'aller voir quelqu'un? Ben non. Hein, donc, c'est aussi aider les parents à comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on fait avec les adolescents. Il faut que l'adolescent ait envie de venir pour quelque chose qui probablement sera très différent de votre implication, de votre motivation. Mais, une fois qu'il sera là, on va parler des problèmes avec ses amis, on va parler de ce qui se passe dans sa vie en général, au collège, dans la famille, etc. Et là, à un moment donné, on verra si vraiment il a envie de changer quelque chose. Et en général, c'est oui. Mais si on lui dit d'emblée, tu vas parce que tu as un problème, il ne viendra pas. Donc, c'est délicat. Il m'est arrivé de ne pas recevoir des adolescents parce que de ne pas recevoir un adolescent parce que la mère me disait, moi, j'en peux plus, et lui, il ne veut pas venir. À ce moment-là, j'ai dit à la maman, en l'occurrence, venez, madame, et on va faire un travail pour votre fils, pour votre relation avec votre fils. Je me souviens d'une dame comme ça, et elle est venue, on a fait une séance, elle est revenue 15 jours après, elle me dit, écoutez, qu'est-ce qu'il a changé, mon fils, en 15 jours, mais c'est incroyable. Elle avait fait un sacré boulot. Donc, on prend la personne la plus motivée, et c'est souvent celle qui souffre le plus. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toute la famille. D'accord? Alors, pour quel genre de problématique? Comme je disais, soit ils viennent en famille, et à ce moment-là, la problématique, elle est annoncée au départ. On a un adolescent qui ne parle pas, où il y a des problèmes d'addiction, où il fugue, où il ne va pas à l'école. Voilà. Ça, la problématique, quand c'est en famille, elle est très claire. Bon, parfois, c'est simplement, on n'arrive pas à communiquer ensemble, on n'arrive pas à se parler. Il y a tout ce qui est lié, évidemment, aux émotions. Hein. Il y a beaucoup de pré-ados qui viennent, parce qu'ils sont un peu perdus, ils ont parfois déjà 10-11 ans, hein, ça démarre tôt, 12 ans, et puis ils commencent à ne pas être très bien dans leur peau, ou ils sont des filles qui sont plus petites que les autres, ou, voilà, c'est une période délicate. Ils vont venir évidemment souvent
malheureusement, quand il y a une situation familiale qui est de changement, comme la séparation des parents. Moi, j'ai eu 2 garçons hier, adorables, qui viennent parce qu'ils se disputent tout le temps. Mais il se trouve que les parents se disputent tout le temps. Ils ont décidé de se séparer, mais en attendant, ils habitent ensemble et les enfants se disputent tout le temps. C'est compliqué. Hein, donc, on reçoit ceux qui veulent venir. Et là, les 2 étaient très motivés. Je suis curieuse de voir ce qu'ils me diront dans 15 jours. Ils veulent vraiment s'entendre mieux et ils ont compris plein de choses. Après, on ne peut pas tout changer non plus. Hein. Et moi, il m'arrive souvent que les parents viennent pour un enfant, par exemple, et puis à la fin de la séance, ils me disent, bah, écoutez, finalement, un des parents me dit, ben non, moi je vais venir. Hein, ce que disait André, j'ai commencé avec les adultes, les enfants, et hop, maintenant les familles. Ben, c'est exactement ça. Hein, j'avais un papa qui était venu avec son fils de 5 ans qui mettait des claques à la maîtresse, ça lui était arrivé 2 fois. Papa était très embêté et tout, et puis une fois qu'on avait fini la séance, moi, à partir de 5 ans, je les prends tout seul, hein, les enfants. Pas toute la séance, mais une bonne partie. Donc, le papa revient à la fin de la séance et puis il demande au petit d'aller dans la salle d'attente. Et il me dit, écoutez, non, finalement, c'est moi qui vais venir. Parce que moi, dans le métro, c'est pareil, il ne faut pas qu'on m'approche parce que je réagis très fort, très vite. Et je pense qu'il faut que moi, j'arrive à faire ça pour que mon fils y arrive aussi. Moi, je trouvais ça magnifique. Donc, il est venu, il a fait quelques séances. Et le petit a arrêté de taper. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un parent d'être crédible si lui-même le fait. Vous savez, si on est en colère, parce qu'un enfant est en colère et qu'on lui crie dessus en lui disant de ne pas s'énerver, mais que nous, on est énervé, ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas. Tais-toi, parle doucement. Non, si on est énervé, il ne comprend pas l'enfant. En tout cas, ça ne l'aide pas à se calmer. Donc, malheureusement, il faut donner quand même un peu l'exemple. C'est la raison pour laquelle souvent, les personnes qui me connaissent le savent, souvent quand un parent vient parce qu'un enfant fait des colères, ou l'enfant est timide, ou il manque de confiance en lui, ou d'autres choses, je demande qui d'autre dans la famille a ça. Il y a toujours. Et du coup, la personne qui a la même caractéristique dans la famille, c'est celle qui peut le plus aider l'enfant. Et c'est très vrai pour les colères. C'est très amusant parce que quand ils viennent pour un enfant qui a une colère, qui fait des colères tout le temps, et que vous posez la question, alors les parents se regardent, non, pas nous. Puis il y en a qui commencent à dire, oh ouais, ta mère, oui, puis toi ton père. Voilà, on fait venir les grands-parents comme ça. Et puis au bout d'un moment, en général, les parents disent, oh, non, en fait, on est tous les deux un peu colériques aussi. Il m'est arrivé encore hier, puis c'est la maman qui a dit, non, finalement, moi je suis colérique aussi. Donc c'est bien parce que c'est cette personne-là qui va pouvoir aider l'enfant. Parce qu'on peut supposer, généralement je pose la question, qu'en ayant 30 ou 35 ans, elle le gère mieux que quand elle avait 5 ans. Donc vous êtes colérique. Est-ce que vous étiez déjà colérique à son âge? Je dis, bah oui. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Et là, quand même, ils vont vous dire, bah non, quand même, j'ai fait des progrès depuis. Comment vous avez fait ça? Et dans ce que vous me dites là, qu'est-ce qui pourrait aider votre enfant? D'accord? Donc, on les fait beaucoup échanger. Voilà, donc tout ce qui est familial. J'ai une question par rapport à ça, c'est intéressant. Oui, quand vous dites donc c'est le parent hein, voilà, qui est similaire, qui a la même attitude que l'enfant, oui. Et si on constate que l'adulte, finalement, il n'a pas beaucoup progressé? Ça arrive, mais il a quand même progressé. Ah bon? Et il est motivé pour que l'enfant y arrive. D'accord. Ok. Je veux dire, s'il était encore complètement dans la marmite, il ne verrait même pas tout ça. D'accord. Si on peut le voir chez son enfant et que ça le dérange un peu parce qu'il ne veut pas que l'enfant ait ça, c'est que déjà, il a un peu progressé. Mais c'est là, Sophie, que parfois, les parents vont me dire, bah, finalement, la prochaine fois, c'est moi qui viens. D'accord. Quelqu'un demandait pour la confiance en soi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Oui. Merci. Et c'est bien parce que c'est ouvert à tout le monde et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que c'est la personne qui est la plus motivée pour que le système bouge, que quelque chose change, qui va venir. Peut-être qu'une fois ou deux. Moi, j'ai reçu à un moment donné, je reçois encore de temps en temps des bébés de 6 mois. Première fois, j'ai eu un choc. Je vous appelle, ma fille est anorexique. Ah, moi, bêtement, je me dis, ah, elle doit avoir 15 ans. Je dis, elle a quel âge? 6 mois. Ah, bon, d'accord. Bon, envoyé par la pédiatre. Moi, je fais confiance totalement. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis après, je me dis, mais non, c'est avec les parents.
Et au cours de la séance et assez rapidement, quand j'ai demandé à la maman quel était son rapport à la nourriture, comment ça se passait pour elle, là, elle a dit, en fait, moi, j'ai été anorexique quand j'avais 17-18 ans. Elle n'avait jamais dit à son mari qui était là, qui a découvert ça. Et elle m'a dit, j'aimerais bien venir travailler ça. Donc, on a fait d'autres séances, on a fait de l'hypnose, etc. Et le bébé a recommencé à manger. Vraiment. Parce qu'au lieu de courir, parce qu'elle faisait ça hein, quand même, elle courait avec la poussette en se chronométrant, la maman. Donc, même les balades avec le bébé, tout était très, très contrôlé. Et donc, le fait qu'elle travaille là-dessus, qu'elle puisse le dire, hein, c'est vraiment un espace où on peut tout dire. Moi, c'est vraiment une des premières choses que je dis aux personnes qui viennent. Tout est dit, tout peut être dit ici, tout ce qui est dit reste ici. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et les gens en profitent. Parce que ça leur fait du bien. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Alors, je ne sais pas, je suis désolée, je ne vois pas toutes les questions. J'ai vu quelqu'un demander pour la confiance en soi. Oui, c'est la même chose. Sur les positions perceptuelles. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est comme pour les positions perceptuelles. Mais c'est une adaptation. Mais c'est exactement ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses que tu as… Par exemple, si je reçois un enfant ou un adolescent et qu'il y a un seul des parents qui est là, une fois que ce parent, même quand ce parent est là, je demande quelles sont les qualités que vous trouvez, vous, madame, à votre enfant. Par exemple, j'ai la maman et l'enfant. Alors, une fois qu'elle m'a dit tout ce qui n'allait pas, bien sûr, je lui ai demandé quelles sont maintenant les donnez-moi 3-4 qualités que vous lui trouvez. Et dites-le lui. C'est important que les gens se parlent. Et donc, le parent, il va chercher, il va dire 3-4 qualités. Ou pas. Il y en a qui ne vont pas trouver. S'ils ne trouvent pas, il n'y a pas de souci. Ma question est difficile. Je dis ça paraît simple, mais c'est une question difficile que je vous ai posée. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps, c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, vous me disiez. Parce que c'est vrai, je comprends que vous ayez besoin d'y réfléchir. Ce n'est pas évident de trouver comme ça. Hein, si le parent vous dit « je ne trouve pas », j'ai du mal à trouver, on va pas rester là-dessus. On va valoriser la démarche du parent qui a cherché, on valorise beaucoup en thérapie familiale, qui n'a pas trouvé tout de suite, parce qu'il lui faut un peu de temps. Très bien. Et votre mari, s'il était là, hein, toutes les questions, les positions perceptuelles, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Je vais demander à l'enfant d'abord. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il trouve que tu as comme qualité? Qu'est-ce qu'il dirait ton père, ton papa, s'il était là? Et donc, l'enfant va trouver, ou pas. Madame, qu'est-ce que vous pensez que votre mari dirait? Hein, c'est ça, le côté des positions de perception, ça va plus loin parce qu'on a les questions circulaires. On demande à une personne ce qu'elle pense que l'autre personne dirait de la troisième. Pas tout le temps, mais ça donne un éclairage intéressant, un peu comme le petit exercice que vous avez fait. Ce n'est pas forcément la vérité, on ne cherche pas la vérité, il n'y en a pas. Mais on cherche des indices qui vont permettre au système d'évoluer, de discuter de ça, ou parfois je vais dire à l'enfant, écoute, tu demanderas à ton papa et tu lui dis qu'on en a besoin pour le travail qu'on fait ensemble. Et l'enfant va le faire. Et du coup, ils vont discuter de certaines choses. Et si c'est la maman qui a accompagné l'enfant la première fois, je demande s'il est possible que le papa accompagne l'enfant la prochaine fois. Hein, c'est très important de voir toute la famille s'ils ne viennent pas ensemble. Pour les tout petits, là je vais recevoir bientôt un enfant de 3 ans et demi qui ne parle pas du tout. Alors la maman va venir et j'ai demandé au papa de venir aussi. Hein. Pour les tout petits, je prends les 2 parents. Parce qu'on va travailler aussi sur ce qui se passe à la maison et puis les désaccords, parce qu'il y en a souvent, hein, ça va ressortir, sur les méthodes éducatives. Parfois, ils ne sont pas du tout d'accord. Il doit rester à table jusqu'à la fin du repas. Et puis l'autre dit, mais non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça se passe bien. Nous, on met plus de temps, il doit sortir de table ou pour le coucher. Donc c'est vraiment important quand les enfants sont petits de recevoir les 2 parents avec l'enfant. Hein. Par contre, si c'est un enfant de 10-12 ans, qui vient déjà parce qu'il est hyper stressé, angoissé, etc., je vais dire aux parents, à la personne qui m'appelle, ne venez pas tous les 2 la première fois, ou si c'est un ado, encore moins, ne venez pas tous les 2 la première fois, c'est trop de pression. Hein, donc, ça va être vraiment adapté. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps, enfin, pour moi, c'est important de prendre le temps, avant que les personnes ne viennent, de vraiment parler de la situation, pour savoir qui doit venir, parce que ça, c'est essentiel, dès la première fois. Oui? Valérie, j'ai une question. Comment est-ce que vous recadrez positivement pour un enfant de 12 ans qui est accompagné et dont la demande émane initialement de la mère
par rapport à un comportement, un mensonge. Elle trouve que son fils ment beaucoup depuis un certain temps et qui a mis un point d'honneur à ne pas prévenir le père parce qu'elle dit penser savoir ce que pense le mari voilà, d'une thérapie. Comment est-ce que vous recadrez positivement pour montrer l'importance aussi de l'accord du mari et du père? C'est-à-dire que les parents sont séparés dans ce cas-là? Oui. D'accord. Ça a été abordé en amont. Ça a été abordé en amont au moment de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que si les parents sont séparés, je demande à ce que l'autre parent soit informé et d'accord pour que l'enfant vienne. Sinon, l'enfant va être pris dans un conflit de loyauté. S'il faut qu'il cache à son père qu'il va voir quelqu'un, il va être très mal. On ne peut pas faire ça. L'enfant dit avoir prévenu le père, que le père serait au courant, mais c'est l'enfant qui l'a prévenu. Ce n'est pas à l'enfant de prévenir le père. On est d'accord. C'est pas l'enfant. L'enfant n'a pas à prévenir le père. Il n'a pas à se substituer aux adultes. Non, l'enfant va être très mal. Moi, j'ai parfois des mamans qui m'appellent en me disant « Oui, mais le père, vous savez, il ne s'en occupe pas, etc. » Je suis désolée. Si votre enfant vient, il faut que son père soit informé. Alors qu'il soit fanatique de la PNL, on ne lui demande pas ça. Je ne vais pas le dire comme ça à la maman, hein, ça je vous le dis à vous. Mais il faut que le père soit informé, qu'il soit d'accord sur le fait qu'il y ait une démarche de fait pour l'enfant. L'enfant n'a pas à cacher, et encore moins à servir de boîte aux lettres. Et c'est vrai, hein, Camille, parfois il y a des parents qui insistent beaucoup. Quand c'est le cas, moi je leur dis, je suis désolée, votre enfant va être mal dans cette situation. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au final, c'est le parent, dans ce cas-là, par exemple, la maman, peut-être, qui va prendre le rendez-vous pour parler de la situation familiale. Et ça, on peut le faire. D'accord. Donc, à ce moment-là, on ne reçoit que la mère tant que le père n'est pas informé et on travaille avec la maman. Si elle le souhaite. Si elle le souhaite. Moi, je propose, bien sûr, écoutez, si vous savez que son père ne veut pas qu'il vienne et que vous avez besoin de parler de la situation, qui souffre, c'est elle. Si vous voulez, venez pour qu'on en parle et on va voir comment trouver des solutions. C'est vraiment la personne qui souffre le plus. Après, tu as des parents, par exemple, s'ils veulent… en plus, il ment cet enfant, donc qu'est-ce qui prouve qu'il l'a dit à son père? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ce truc-là. C'est pas l'enfant de le faire. Alors moi, j'ai souvent des parents qui me disent « Oui, mais la PNL, il ne connaît pas. » Je dis « Ça, il n'y a pas de souci. Dites simplement que je ne suis pas psychologue et que c'est du coaching. » Pour les ados, je présente ça comme du coaching. C'est une forme de coaching. On va parler de lui, voilà. Mais c'est très important. Et je vais demander le numéro du père, par exemple, et je vais demander à ce que le père me contacte. Et s'il ne le fait pas, moi, je vais l'appeler à un moment donné. Si la mère me dit qu'il est d'accord et puis que j'ai un doute ou je ne sais quoi, je vais dire, écoutez, je vais l'appeler, comme ça, la prochaine fois, c'est lui qui vient. Et comme ça, je vais vérifier. Parce que Valérie, beaucoup de choses. Valérie, tu as une question dans le chat. Je ne sais pas si elle est pertinente pour toi au moment où tu en es là. Est-ce que vous opérez de la même manière dans le cas de conflits familiaux entre adultes dont les origines peuvent remonter à l'enfance ou l'adolescence? Donc là, c'est une question sur les parents, quoi. Oui. Alors, si je comprends, qu'est-ce qui a posé la question? Saverio, dans le chat. Saverio Fouenon. Ok. Alors, je ne vois pas. Donc, avec les adultes, oui, c'est-à-dire que si les parents viennent avec l'enfant et qu'ils commencent à se disputer ou à discuter et à ne pas être d'accord, etc., moi, je vais leur proposer qu'ils viennent, eux, seuls, sans l'enfant, d'après. Hein, si c'est ça que la personne voulait dire. Donc, conflit familial, oui, les parents vont venir pour parler de l'enfant, mais de leur position à eux par rapport à l'enfant. Mais j'explique toujours que s'ils viennent, c'est comme couple parental, mais pas comme couple conjugal, parce que je ne fais pas de thérapie conjugale. Donc, que ça soit comme, voilà, comme couple parental. Alors, ça déborde un peu, hein, mais mon optique, c'est ça. Alors, je pensais sœurs, frères et parents. Oui, on peut recevoir tout le monde. C'est ça la question? Attends, je veux bien entendre cette personne, mais je ne vois pas. Oui, excusez-moi. Voilà. Ouais. Oui. Oui, en effet, la question que je me pose, que je suis dans ce cas-là, conflits familiaux qui durent depuis des années entre sœurs et frères. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, Saverio? Oui, pardon. Oui. Merci. Oui. Oui, donc la question que je posais, parce qu'elle me concerne directement,
dans une famille en fait où il y a des tensions assez importantes entre les sœurs et frères. Dont les origines sont sans doute beaucoup plus, enfin, sont pas forcément récentes, donc ils peuvent dater de la période de l'enfance ou de l'adolescence. Et la question, c'est comment on traite, est-ce qu'on on traite ce type de problématique de manière collective, avec l'ensemble des personnes en présence, ou de manière limitée avec ceux qui veulent effectivement, qui ont envie de changer, de faire changer les choses, quoi. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais forcer qui que ce soit à venir. Je veux dire, si tout le monde veut être présent, c'est l'idéal. Mais s'il y en a qui veulent venir faire une démarche et d'autres pas, on peut quand même faire un travail, mais ça ne sera pas la même chose. J'ai répondu? Quand même faire un travail, c'est intéressant. Oui. S'il y en a qui ne veulent pas venir, on ne peut pas les forcer. C'est malheureusement. Mais heureusement, je sais rien, on ne peut pas en tout cas. Mais par contre, ceux qui sont motivés pour que ça change peuvent faire un travail à tout moment. Oui. On fait, par exemple, moi quand je reçois une famille, parfois je fais vraiment un peu de psychogénéalogie aussi. Hein. Je fais ce qu'on appelle le génosociogramme, c'est-à-dire qu'on met les différentes personnes de la famille et on indique les affinités, les événements importants de l'un, de l'autre, etc. Et c'est très, très intéressant de voir ça. Mais je le fais même parfois avec des enfants. Il y avait un petit garçon dont le père était décédé et il se sentait très seul. Et on a fait le génosociogramme de toute la famille. Et en fait, il a vu que il y avait des cousins, il y avait sa mère, il y avait des cousines, des tantes, etc. Et à la fin de l'exercice, il m'a dit, finalement, on est une grande famille. Il était heureux comme tout. Donc, ça fait du bien de se situer dans la famille. Mais sinon, on peut le faire aussi pour certaines difficultés spécifiques, comprendre l'origine des problèmes. Je ne sais pas si ça suffira, mais ça permet de poser les choses et quand même d'avoir un aperçu différent. Parce que dans toutes les familles, quand on fait ça, on voit qu'il y a des événements répétitifs. Moi, j'ai travaillé à un moment donné sur les secrets de famille, et c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi tous les événements qui se répètent dans les familles. Et dans chaque famille, ça va être différent. J'ai une dame un jour qui est venue en me disant, écoutez, je viens avec ma fille, qui avait 8 ans, je crois, et elle me dit, parce qu'on est une famille de femmes. Et moi, j'ai une fille unique. Et je ne veux pas que plus tard, elles vivent des choses que moi j'ai vécues et qui se répètent depuis des générations. Par rapport aux hommes, qui justement sont absents, sont malades, il n'y en a pas. Il n'y a que des femmes dans la famille, j'aimerais bien que ma fille arrive à changer ça. Et ça, c'est magnifique quand les parents viennent avec une demande comme ça. Parce que ça permet vraiment de couper quelque part un processus qui était enclenché. Il faut que quelqu'un se décide pour couper ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses, oui. Après, on ne peut faire qu'avec les personnes qui sont motivées pour que ça change. C'est toujours comme ça. C'est la question. Enfin, dans ce que je sais faire, moi, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Je vous en prie. Non? Alors, voilà. Donc, finalement, la famille arrive. Supposons que ce soit la famille au complet. Le plus important, c'est déjà donc de poser le cadre. Poser le cadre, c'est fondamental parce qu'ils arrivent tous, en général, très énervés. Certains des enfants avaient envie de venir, d'autres pas du tout. Mais les parents ont décidé qu'ils venaient en famille. Si vous avez un ado qui n'a pas envie de parler ou qui est en pleine crise d'adolescence, il n'a aucun intérêt à aller discuter avec quelqu'un. Mais si les parents disent, écoute, on y va pour la famille, c'est comme ça, point. Vous voyez déjà que tout le monde est énervé. Parfois, il y a eu déjà des disputes dans la voiture avant d'arriver chez vous. Donc, c'est toujours un peu électrique au début. D'où l'importance de donner le cadre. Le cadre, c'est que tout le monde est bienvenu, qu'on peut tout dire, comme je disais tout à l'heure, dans le respect, c'est-à-dire qu'on va écouter les autres et chacun peut vraiment s'exprimer très librement en sachant qu'il ne sera pas interrompu. Donc là, c'est important que ce soit bien clair. Et ensuite, je demande, alors là, c'est variable, je demande pourquoi ils sont là. Et ça, c'est rigolo parce que parfois, c'est le plus jeune de la famille qui parle. Moi, je laisse faire. Et souvent, c'est l'enfant le plus petit qui va dire est-ce qu'on se dispute tous à la maison? Vous savez, des choses comme ça. Donc, moi, j'aime bien entendre et que ça se fasse spontanément, naturellement. Donc, je vais demander à chacun de se présenter.
déjà dire un peu pourquoi ils sont là. Et puis, ensuite, chacun va se présenter à tour de rôle. Donc, ça, c'est important. Et puis, peut-être même déjà dire ce qu'il aimerait voir changer dans la famille ou dans sa vie. Parfois, ça ne sera même pas forcément dans la famille. Je me souviens d'une famille où il y avait 4 filles et il venait pour une qui posait problème, qui avait 15 ans. Et puis, en fait, c'est une des plus jeunes qui, tout d'un coup, a dit « Moi, je veux revenir une autre fois, mais toute seule, parce que mes copines avec moi, enfin, elles étaient harcelées, tout simplement. » Et elle ne l'avait pas dit. Et on ne venait pas pour elle. Donc, après, j'ai demandé, j'ai dit « D'accord. » Et j'ai fait 2-3 séances avec elle. Donc, voilà. Donc, chacun se présente, dit quel est le problème de son point de vue et quelle solution il voudrait. D'accord ? Son espoir, je veux dire plutôt. Hein, ce qu'il souhaiterait, son souhait. Voilà. Ensuite, on va travailler, comme on le fait dans le modèle de Palo Alto, hein, ce que je disais tout à l'heure, sur une question sur le problème, donc la problématique, mais vous voyez que ce qui est complexe dans cette configuration, c'est que chacun a un problème différent. Par exemple, la fille de 15 ans, elle est en pleine crise d'adolescence, elle en a marre parce que ses parents sont sur son dos. Le garçon de 12 ans, lui, il est très timide et puis du coup, on se moque de lui à l'école. Le petit de 5 ans, ça va très bien, sauf que il trouve que les autres ont de la chance et que lui, il aimerait bien être comme les grands. Donc, de temps en temps, il fait des grosses colères. La maman, elle trouve que c'est normal qu'à 5 ans, le petit dorme dans le lit des parents. Et par contre, elle en a assez de l'aîné de 15 ans qui fait ses crises d'adolescente. Et puis le père, lui, ce qu'il veut, c'est que tout aille bien dans la famille. Il ne veut pas dire grand-chose. Donc, les problèmes sont multipliés par le nombre de personnes. Donc, on se met d'accord sur une problématique qu'on va traiter à chaque séance. Vous voyez ce que je dis ? On ne peut pas traiter toutes les problématiques de tout le monde. Donc, on dit, voilà, bon, donc pour aujourd'hui, on va travailler sur ceci ou cela. On propose et on voit si tout le monde est d'accord. Et puis, si on sent que ça coince un petit peu, qu'il y en a un qui aurait aimé parler d'autre chose, on va prendre un temps aussi pour lui. Donc, en fait, on s'adapte beaucoup. Alors, on va parler de l'histoire du problème, on va choisir un problème, et puis on va parler de l'histoire du problème. Et depuis quand ? On va interroger les personnes sur leur interprétation. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le problème est né ? Moi, j'explique toujours aux personnes que les problèmes, on les construit. On les construit sans le vouloir, évidemment. Et tout comme on les a construits, on peut les déconstruire. C'est-à-dire trouver des solutions. Mais il y a des choses qu'on a faites, ce qu'on appelle les tentatives de solution, pour régler le problème et qui n'ont pas fonctionné. Donc, toutes ces choses qui ne fonctionnent pas, en fait, on va être très pragmatique, on va les mettre de côté. Et on va chercher d'autres options. Voilà. Et puis, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les exceptions sont les moments où tout se passe bien. Et ensuite, à la fin des séances, là, je vous donne tout le déroulement, on finit par des tâches. On demande aux personnes de faire des choses pour la prochaine fois. Par exemple, et j'aime bien que ce soit eux qui décident. Par exemple, il y en a un qui va dire, bon, maintenant, quand mon frère me demande s'il peut jouer avec moi, au lieu de lui envoyer, de lui dire non en le repoussant, maintenant je lui dirai non plus gentiment. Avec des petites choses. Mais chacun va s'engager à faire quelque chose. Et c'est ça qui fait bouger le système. Et puis, si vous avez une famille qui est vraiment en difficulté pour changer quelque chose, il y a des tâches comme des tâches d'observation. Et par exemple, vous pouvez dire à la fin de la séance, moi, je vous propose de ne rien changer. Si vous sentez que les gens ne sont pas prêts à changer, vous allez aller dans leur sens. Moi, je vous propose de ne rien changer pour le moment et juste d'observer ce qui, dans la vie de tous les jours, vous paraît bien et que vous aimeriez conserver par la suite. Juste ça. Donc, en réalité, les personnes arrivent en vous disant tout ce qui ne va pas et vous allez les amener à voir tout ce qui va bien pour la prochaine fois. En disant que vous leur demandez de rien faire, juste observer, de rien changer. Et le travail sur les tâches est aussi très, très intéressant. Je l'explique quand je donne des formations en thérapie familiale, on termine par ça.
Et c'est vrai que c'est beaucoup de créativité et c'est amusant. Et puis, ça peut être plein de choses, hein. Par exemple, quelqu'un qui décide de, je sais pas, un enfant qui dit, bon ben moi maintenant je serai plus gentil avec maman, ou je ferai mieux mes devoirs, ou je m'énerverai moins, etc. On peut lui dire, bah, écoute, toi tu vas le faire, mais tu vas le faire, mais sans le dire. On va rajouter des choses. Et on va voir si ta maman a observé que tu le faisais, a remarqué que tu le faisais. Alors ça, je peux le faire quand la mère n'est pas là, par exemple, si je suis seule avec l'enfant. J'écoute, toi, tu vas faire tel changement, mais tu ne dis pas que tu vas le faire. Et puis, on va voir si ta maman remarque ou pas. Et puis, quand on est en famille, chacun décide de changer quelque chose. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, je vais peut-être vous montrer le PowerPoint, parce que ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de demander aux enfants de dessiner la famille. C'est-à-dire que quand les parents viennent avec l'enfant, souvent je vais parler d'abord un peu avec les parents, s'ils viennent pour l'enfant, et il va dessiner la famille, ou à un moment donné, pendant la séance, s'ils sont tous là. Le plus jeune ou celui qui a envie, il va faire un dessin. Donc il peut dessiner la famille ou il peut dessiner la maison. On dit toujours la maison, que ce soit un appartement ou pas, ils appellent toujours ça la maison, c'est l'endroit où ils habitent. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques dessins qui sont assez significatifs et qui vont vous montrer un petit peu le travail. C'est bon, ça vous va? Ok. Donc je vais voir si je peux le faire, Marie-Christine. Oui, a priori, ça doit être bon. Alors, à la place. Alors, voilà. Par exemple, là, vous avez une famille. Donc, je demande à l'enfant soit de dessiner la famille, ça je vais vous montrer après, soit de représenter la famille avec les animaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je le fais avec les petits de 4, 5, 6 ans, même un petit peu plus grand parfois. Hein. Montre-moi ta famille en animaux. Et les enfants racontent, et ils racontent ça devant les parents, qui écoutent et qui sont en général assez fascinés par ce qu'ils font. Donc, papa, maman, moi, le petit garçon près de maman, et puis ma soeur et mon frère. Et c'est une manière de faire raconter, évidemment, ce qui se passe en famille. Donc, voilà une famille où tout le monde est un petit peu énervé. Vous voyez, ils n'ont pas choisi au hasard. Famille un peu plus zen. J'utilise beaucoup les animaux. Alors là, vous avez papa, maman, papa qui gronde tout le monde et les 3 enfants qui font des bêtises. Et c'est vrai que quand je lui demande de me représenter la famille, il fait ça comme ça. Et nous, on fait des bêtises. Alors là, c'était un petit garçon qui avait du mal à se détacher de sa maman. Et quand je lui ai demandé de me représenter la famille, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des animaux collés comme ça. Il m'a dit, voilà, ça c'est mon frère et mon papa, ils sont tout le temps ensemble. Mon frère, il bricole, mon papa, il bricole, ils font du sport tous les deux, ils sont tout le temps ensemble, mon grand frère. Et maman et moi, bah, moi je suis toujours avec maman parce que moi je suis plus petit, je suis toujours avec maman. Donc le thème pour cet enfant, c'était bien sûr grandir, voir si la maman est prête à le voir grandir, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Et du coup, comment avoir plus d'autonomie et aller un peu plus vers son père. Donc là, grâce à des questions toutes simples, qu'est-ce que tu aimes faire avec ta maman? Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton papa? Qu'est-ce que ton frère aime faire avec ton papa? Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire avec ton papa? Vraiment des questions toutes simples. Ah, mais moi, avec mon papa, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il m'emmène faire un tour en vélo de temps en temps. Mais il est tout le temps avec mon frère. Est-ce que tu lui as déjà demandé? Et après, on peut faire comme des positions de perception avec les animaux. Imaginez que l'animal demande à l'autre animal et jusqu'à ce que l'enfant arrive à faire les choses en vrai. Et c'était intéressant parce qu'à la fin de la séance, il a gardé pour son père et son frère les mêmes. Et pour lui, il m'a dit, avec maman, on est toujours des singes, mais pas les mêmes. Et j'en ai qui sont décollés, heureusement aussi. Et il m'a dit, maintenant, moi, je suis là et maman est là. Et la maman a fait toute la séance avec nous. Il avait 4 ans. Et elle était quand même assez étonnée. Donc, ça veut dire que le petit est prêt maintenant
un peu plus près. Je ne dis pas que ça se fait tourner une séance, loin de là, mais quand même à déjà se décrocher de maman, parce que pour aller voir vers papa, il faut déjà commencer par ça. Mais personne ne l'avait dit dans la séance. De lui-même, il m'a dit non, non, la famille, maintenant, je la vois autrement. Alors, ça, c'est une autre famille que j'ai eue récemment. Donc, maman et moi, et papa et mon frère encore. Vous avez des familles très fusionnelles, mais 2 par 2. Je demande très souvent ce que les parents font en famille, mais je demande aussi beaucoup, même peut-être plus, ce que chaque parent fait avec chaque enfant. Évidemment, si vous avez 5 enfants, ça fait des week-ends bien remplis. Mais c'est très important. Hein, moi, j'ai des parents qui m'appellent en me disant, écoutez, je ne comprends pas, ça ne va pas du tout dans notre famille, on se dispute tout, ça se passe mal. Et pourtant, on est tout le temps avec les enfants, on fait tout le temps des choses tous ensemble. Et c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, ah, trop, peut-être. Hein, parce que souvent, quand on fait tout ensemble tout le temps, ben, on ne fait pas par 2. Et 2 par 2, c'est important. Et pour les enfants, c'est essentiel. Hein, pour avoir une relation comme ça, à 2. Donc voilà, à la fin de la séance, il m'a décroché tout ça. Il m'a dit, non, non, finalement, on est comme ça dans la vie. Donc là, je vous ai dit, le plus important, c'est la question de la place, hein, toujours. Et là, vous avez l'enfant et les parents qui s'y fait pas mal. Il y a plusieurs manières de représenter sa place dans la famille. C'est vrai que quand l'enfant le fait spontanément, ça dit déjà beaucoup de choses pour tout le monde. J'utilise beaucoup les peluches aussi. Hein, donc, vous voyez, l'enfant, il est au milieu. Enfant unique, très bien, tout va bien. Donc, elle a représenté sa place dans la famille comme ça avec des peluches. Ça peut être par des dessins, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est la même chose, hein, avec un dessin. Donc elle est au milieu, elle est très bien. Donc on sait qu'on va avoir peut-être un petit peu de travail. Et souvent, ce sont les enfants qui interrompent les parents, qui parlent déjà comme des adultes alors qu'ils ont 6-7 ans et qui ne sont pas tout à fait à leur place d'enfant parfois. Ou qui séparent un peu le couple en prenant beaucoup de place. Donc je vous ai mis d'autres dessins d'enfants, des plus petits. On ne va pas analyser les dessins maintenant parce que ce n'est pas le but, ça n'est pas le moment. Mais je veux juste que vous ayez un aperçu de tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, papa et maman sont fâchés. Mais ça, on ne vous l'a pas dit avant. C'est au moment de faire le dessin que ça sort. Là, il y a un peu de distance. Alors, c'est rigolo parce que papa, il est là. Il est à l'autre bout. Et puis là, il y a maman qui est très grande. Ce n'est pas tout à fait la réalité, mais c'est la représentation de l'enfant. Donc, personne ne se touche, hein, vous voyez. Et là, c'est l'inverse. Et le papa en arrière, là aussi, avec maman là, moi et mes 2 sœurs. En arrière ou plus petit, je ne sais pas trop, mais un petit peu en arrière quand même. Et c'est intéressant parce qu'après, vous dites, bon, qu'est-ce que vous voyez, hein? Moi, je n'interprète jamais. Je demande à l'enfant ce qu'il a dessiné et ce qu'il veut nous dire avec ça. Hein? Donc, toi, tu es là et donc tes sœurs, etc. D'accord. Je demande aux parents ce qu'ils voient, eux. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis, vous avez des mamans qui disent, ah, ben alors j'occupe toute la place, ou au contraire, ah, elle a oublié sa petite sœur. Donc, on a déjà plein d'indications sur la famille. Là, c'est pareil. Une famille qui venait, une petite qui venait parce qu'elle avait peur de tout. Voilà sa représentation de la famille. C'est un arc-en-ciel, mais bon, ils sont un peu à l'abri quand même. Celui-là, il m'a quand même assez étonnée. Heureusement, la maman m'a rassurée très vite en me disant que le papa était... pas designer, je ne sais plus, enfin, il faisait des dessins de voitures, pour les modèles de voitures. Donc, l'enfant m'a dit, bah oui, c'est notre famille, là, il y a papa, la voiture de papa, maman et moi devant. Je dis, bon, ok, ça va, ça me rassure. Voilà. Ça. Là, c'est assez étonnant. Donc, c'est une petite qui me disait, oui, mais moi, les parents étaient séparés. Ce que je ressens avec mon papa et avec ma maman, ce n'est pas la même chose. Là, les parents n'étaient pas présents. Et je lui ai dit, bah, montre-moi. Et donc, elle m'a expliqué que ça part de son cœur à elle, à chaque fois. Vous savez, elle s'est faite à la taille des adultes, hein, quand même. Un petit peu en dessous, mais aussi grand. Donc, mon papa, ça part de mon cœur, mais ça va dans sa tête, parce que mon papa, il réfléchit beaucoup, il m'explique beaucoup de choses. Et avec maman, je ne sais pas si vous voyez, et avec maman, ça va du cœur vers le cœur. Voilà une autre famille. J'en parle dans le livre de thérapie familiale. Je n'ai pas mis le dessin, mais c'est cette famille-là où il y a papa, et puis il y a maman,
mais ils sont séparés. Et puis il y a l'amoureuse de papa. Pardon, l'amoureuse de papa d'abord, maman après, et ensuite les deux filles. C'est la petite qui parle de la corabolatrice de papa, la dame qui dort chez eux, mais parce qu'elle travaille avec papa, ils travaillent tous les deux ensemble. Donc elle est là le soir, elle est là le matin, ben, c'est normal, elle travaille avec papa à la maison, etc. Donc voilà, vous voyez la taille du papa. On a un petit peu de travail là aussi. Alors je le fais dernièrement aussi avec des Playmobil, et je trouve ça assez intéressant. J'étais un petit peu réticente avant. Maintenant, je trouve que parfois c'est pas mal. Et je demande à l'enfant de me montrer sa famille. Et là, vous voyez, le papa, il regarde par là, la maman par ici. Par contre, les grands-parents, ils se tiennent par la main. Ils sont très, très importants d'ailleurs pour cet enfant. Donc, c'est pas mal. C'est juste pour montrer l'utilisation du matériel. Ça, c'était pas mal aussi parce que c'est un enfant qui n'a jamais connu son père. Et je lui ai demandé de me représenter la famille. Donc, lui, il est là. Il est là. Je ne vais pas l'attraper. Là. Avec son frère et maman. Et puis là, il y a les cousins, les tantes. Là, il y a les deux grands-parents derrière. Là, c'est un oncle. Tout d'un coup, il s'est avéré qu'il avait un oncle qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. La maman était ravie quand elle a vu ça, avec la tante. Et au départ, je lui ai demandé s'il n'avait pas oublié quelqu'un. Il me dit ben non. Et je lui ai demandé s'il pouvait mettre son père. Il ne l'a jamais vu. Et j'étais contente parce qu'il a accepté de le mettre. Donc, le père est là sur le bord de la table. Je l'ai vu plusieurs fois, cet enfant. La première fois, il m'a dit ben, moi, je n'ai pas de papa. Maman, elle avait un amoureux, mais quand il a su qu'elle m'attendait, il est parti. Et moi, je n'ai pas de papa. Donc, on a fait quand même pas mal de travail. Et là, il a accepté de le mettre sur la table. C'était bien. Oui, Camille? Valérie, qu'est-ce qui fait que vous étiez réticente à l'usage des Playmobil en amont? Alors, une croyance stupide peut-être, c'est qu'ils ont tous le même visage. Ils n'ont pas d'expression. Les animaux, chacun a une expression, surtout si on prend les animaux de qualité, ils ont tous une expression et un regard différent, les uns des autres. Alors que là, je trouve qu'ils ont tous la même tête, il y a juste l'apparence qui est différente, les vêtements. Donc, c'est vrai que ça ne me disait pas trop. Ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième, c'est que je ne veux pas que les enfants pensent qu'on va jouer. Donc, je l'utilise, mais pas trop. Parce que ça, ce n'est pas un jeu. On représente, oui, c'est comme un jeu, on représente la famille. Je ne veux pas qu'après, ouais, mais moi, je vais jouer avec, etc. Faut bien cadrer ça. Je l'utilise maintenant, mais plus dans une optique systémique, vraiment pour représenter la famille. Et ça peut être pour représenter l'école, comme je fais avec les animaux. J'utilise des petits lapins, vous savez, comment ça s'appelle, les Sylvania, je crois. J'adapte. Comme j'ai des tout petits aussi, j'adapte. J'ai des poupées, j'ai des chevaliers, j'ai un château fort, j'ai plein de choses. J'ai des fées, des petites, des princesses. Voilà, selon les goûts des enfants, et puis beaucoup de photos de personnages de films, choses comme ça. Ce qui me gênait, c'était le fait qu'ils n'avaient pas d'expression au niveau du visage. C'est ça qui me gênait. Merci. Je te remercie pour la question. Donc voilà, vous pouvez faire avec des peluches aussi. Voilà, maman et moi, 6 ans. Valérie, travail. Oui. Il y a une question sur les familles recomposées. Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne vois pas les questions. Avez-vous des familles recomposées dont l'un ou l'autre des adultes ne souhaite pas faire venir un beau-fils ou une belle-fille? Alors, des familles recomposées, j'en ai, bien sûr. S'il ne souhaite pas qu'il vienne, il ne viendra pas. Mais on va quand même interroger sur la personne et sur le pourquoi il ne souhaite pas qu'il vienne. Et s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait? On va faire comme s'il était un petit peu là, dans la mesure du possible. Mais ça veut dire quelque chose en même temps. Donc, je vais essayer de comprendre d'abord pourquoi. Et voilà. D'accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est le motif de ne pas vouloir les faire venir. Il peut y avoir des très bonnes raisons. Il faut voir si c'est en lien avec la problématique qui amène la famille ou pas. Je veux dire que si un enfant se plaint parce qu'il se fait taper dessus par un autre enfant et que le parent dit non, je ne veux pas que mon fils qui tape vienne, bon, bah, est-ce que ça vaut la peine que les autres viennent, je ne sais pas. C'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Ouais. C'est vraiment au cas par cas. Et c'est interroger les personnes parce que moi, je n'ai aucune idée de ce qui est bien. Ce sont eux qui vont dire, voilà, à mon avis, le mieux, ce serait ça. OK.
c'est vous qui voyez. Mais il faut que ça ait du sens. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais si quelqu'un ne veut pas venir, il ne va pas venir. Mais ça va être intéressant de savoir pourquoi quelqu'un ne veut pas qu'il vienne. Et puis, on prend ceux qui sont prêts aussi. Moi, je suis sûre que quand les gens viennent, c'est parce qu'ils sont prêts. S'ils n'ont pas envie de venir, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que peut-être ce n'est pas le moment pour eux. Peut-être qu'ils ont besoin que les autres y aillent d'abord, puis après ils verront. C'est vraiment s'adapter aussi. Nous, on ne peut pas savoir. Très bien, merci. C'est de comprendre. Donc voilà, des peluches avec l'enfant et l'horrible petite sœur. Alors, ce qui est intéressant avec les peluches, c'est que je vais faire aussi jouer les parents avec les enfants. Par exemple, je les ai là, je vais vous montrer si vous voulez. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est de la thérapie familiale, c'est-à-dire que vraiment, ils sont tous là pour travailler sur le lien. J'ai demandé à l'enfant, par exemple, un enfant qui ne veut pas se lever le matin, c'est le que je prends en général, un enfant qui ne veut pas se lever le matin, et c'est un drame tous les matins pour se lever, pour s'habiller, etc. J'ai demandé à l'enfant de choisir 2 peluches. Je parle des petits, hein, on est d'accord. 2 peluches, une qui va représenter par exemple maman, si c'est maman qui est là, et une qui va le représenter lui. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, donc il va prendre les 2 et puis il va choisir par exemple ces 2-là. Et on va aller voir la maman après, une fois qu'il a choisi ses peluches, et je vais leur demander d'intervertir. C'est-à-dire que l'enfant va jouer le rôle de maman. L'enfant, il va jouer le rôle de maman, me montrer comment ça se passe le matin au réveil. Lui, il joue maman, et maman, si elle veut bien, mais elle veut toujours, va jouer le rôle de l'enfant. D'accord? Donc, ça veut dire que chacun va pouvoir voir ce que l'autre fait et comment l'autre le perçoit. Par exemple, l'enfant, donc il joue maman. Allez, bonjour, bonjour, allez, bisous, bisous. Bon, vite fait, allez, debout. Dépêche-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, je vais ouvrir les volets. Allez, j'ouvre les volets. Bon, tu te dépêches, hein, je t'attends. Hein. Allez, dépêche-toi. Hop, donc l'enfant joue ça. La maman regarde. Et c'est mince, je fais ça, moi. En général, c'est ça qui se passe. Bon, elle regarde. Et elle va faire l'enfant. Non, je ne veux pas me lever. Maman, maman, non, je ne veux pas. L'enfant, il regarde. Ah, c'est moi, ça. Okay. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, chacun garde le rôle de l'autre et l'enfant va jouer à nouveau le rôle de maman. Comment il pense que ce serait bien que maman fasse? Donc, on est dans état présent, état désiré. D'accord? Comme en PNL. Donc, le modèle idéal. Donc, lui va jouer le rôle de maman. Bonjour, mon chéri, blablabla. Mon petit bisou. Ah, allez, je m'assieds 2 minutes. Hein? Alors, tu as bien dormi? Ah, c'est bien, c'est bien. Bon. Alors, je vais lui ouvrir le volet maintenant. Hein? Tu te lèves? D'accord. Hop. Et puis, après, on ouvre son volet, etc. Donc, là, la maman voit ce que l'enfant aimerait qu'elle fasse. Et puis, pareil. Oh, maman, c'est gentil. Bisous, bisous. Oh, bah oui, je me lève alors. L'enfant voit ce que la maman voudrait qu'il fasse. C'est clair, hein? État présent, état désiré, chacun prend le rôle de l'autre. Et pour terminer, chacun prend son propre personnage et va montrer comment, à partir de maintenant, il va faire. Et ils accordent ça. C'est simple, ça prend un quart d'heure, même pas. Et ça donne beaucoup d'informations. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose. Il suffit de, je dirais, savoir quoi faire aux gens, aux personnes, leur proposer. Et puis, en fait, ils comprennent tout parce qu'ils savent. Donc, les solutions, ils les ont. Voilà, donc les peluches, moi, je m'en sers pas mal avec les petits. Sinon, il y a aussi une chose que je fais faire parfois, c'est jouer le parent. Je fais jouer le parent avec l'enfant. Et ça, c'est très intéressant quand l'enfant a des problèmes d'attention ou au contraire, il est très autoritaire ou il manque de confiance en lui. Et donc, je demande aux parents, je demande à l'enfant de choisir un jeu et puis je demande aux parents de jouer avec l'enfant. Et ça, c'est idéal de le faire quand vous avez les 2 parents. Et on observe comment le parent joue avec l'enfant. Et on donne quelques consignes. Donc, je dis aux parents, bon, je vais vous donner quelques consignes. Si par exemple, c'est un enfant très autoritaire, on sait qu'il vient parce qu'il fait des colères et qu'il aime tout décider. Donc, je dis aux parents, vous jouez tranquillement. Et on va observer, donc par exemple, le mari et moi, on va observer comment la maman joue avec l'enfant, tranquillement. Et on va voir ce qu'ils font. Et puis, à un moment donné, l'enfant va probablement dire « Maman, tu fais ça, toi, tu te mets là, etc. » C'est un enfant qui aime diriger un petit peu. Et on va voir comment la maman va réagir. Et puis, consigne, ça va être « Maintenant, vous prenez la main. »
C'est-à-dire que c'est elle qui va, si c'est l'enfant qui menait le jeu, on va demander aux parents de mener le jeu à son tour. Donc, de diriger un petit peu et voir comment l'enfant réagit à ce moment-là. Mais toujours en jouant. Hein, ce n'est pas un piège, il joue vraiment. Et ensuite, on va demander aux parents de se désengager, c'est-à-dire d'arrêter de jouer. Vous arrêtez de jouer, mais sans rien dire. Vous arrêtez de jouer. Il arrête de jouer, on observe si l'enfant continue ou pas, tout simplement. Et ensuite, on demande aux parents de prévenir l'enfant que dans 3 minutes, il va arrêter de jouer. Et on observe la réaction de l'enfant. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment de l'observation. C'est-à-dire qu'on est hors jugement, comme toujours, on observe. Et nous, on va ensuite demander aux parents, quand il revient, de dire comment c'était pour lui, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a observé lui-même. Et ensuite, je vais demander au conjoint qui a observé, au mari, par exemple, qui a observé, de dire ce qu'il a vu, hein, pas d'interpréter, de dire ce qu'il a vu, comment c'était de son point de vue. Et en dernier, je vais donner quelques indications sur des choses que moi j'ai aperçues, qui vont être des critères un petit peu différents, c'est-à-dire la proximité, par exemple, du parent avec l'enfant, l'attitude de l'enfant, est-ce que l'enfant il se colle à maman ou pas, ou est-ce qu'au contraire il est très autonome et plus éloigné, on va dire. Le langage, voir si le langage est approprié ou pas, le langage approprié à l'âge de l'enfant, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on n'est pas en formation, mais on va observer un certain nombre de choses et on va en déduire certaines choses à faire ensuite à la maison. Et assez souvent, ce qu'on observe, c'est que les parents jouent avec l'enfant sans se regarder, ou l'enfant ne les regarde pas. Et après, les parents vous disent, quand je lui demande de faire quelque chose, il ne m'obéit pas, mais l'enfant ne regarde pas le parent. Donc ça va être des choses très très simples parfois, mais qui peuvent radicalement changer les choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez un parent qui ne joue jamais et qui dit bon, allez, on va jouer, ça c'est quoi? Parce que souvent, ils prennent les animaux. Ça c'est quoi comme animal? Ça c'est quoi? Et ça, comment ça s'appelle? Ce n'est pas tout à fait un jeu. Je vais demander aux parents s'il peut de temps en temps jouer avec l'enfant pour le plaisir. Et si il est en train d'éduquer l'enfant au lieu de vraiment jouer, je vais lui demander s'il peut bien maintenant jouer. Parce que c'est important que ce soit vraiment une séquence de jeu. Et on voit ensemble ce qu'on peut en extraire comme information. Et vous verrez, si vous le pratiquez, c'est vraiment très, très riche comme information. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? La maison? Valérie? Oui? J'ai juste une petite question par rapport à l'exemple que vous avez donné en amont avec les peluches. D'abord, l'enfant qui joue le rôle de la mère, puis la mère qui joue le rôle de l'enfant qui joue le rôle qu'il aimerait que la mère ait comme réaction, et idem pour la mère après. Et la dernière étape, c'était… La dernière, chacun reprend son rôle et montre comment ça sera à partir de maintenant. Ah, ok. Merci. Voilà. Donc, les maisons, je vais vous montrer ça un peu rapidement, parce que je vais vous laisser du temps si vous avez d'autres questions. Donc, voilà des maisons. Une petite fille qui vient parce qu'elle a peur de tout. Voilà sa maison, vous voyez, elle est un petit peu comme ça. Après, il y a tout un travail aussi qu'on peut faire. Là, c'est papa et maman qui se disputent tout le temps. Puis moi, je suis dans mon lit, je les entends. Voilà mon dessin de la maison pour un enfant. Alors, vous en avez chez qui ça va être très, très désordonné, on va dire. C'est vraiment le même âge, ces deux-là, et d'autres qui vont être extrêmement précis. Mais ce qui est intéressant quand ils font le dessin de la maison, ce n'est pas tant de voir la maison ni leur talent artistique. Ça, c'est vraiment totalement inintéressant, même si ça peut être bien, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de voir comment ils se situent, eux, dans la maison, d'avoir des idées par rapport aux frontières, par exemple. Où dort l'enfant, qu'est-ce qu'on fait dans telle pièce, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils vous racontent la vie à l'intérieur de la maison. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pareil, quand on fait le dessin de la famille, c'est aussi de voir qui est proche de qui. Est-ce qu'il y a des coalitions dans la famille? Est-ce qu'il y a des alliances dans la famille? Ça, on le voit. On le voit très vite avec les dessins. Et même là, quand ils racontent la vie de la famille, on a beaucoup d'informations. Ça, à la maison, je l'avais utilisé avec un garçon qui avait peur à chaque fois qu'il rentrait de l'école. Et il m'avait montré comment était la maison pour arriver, quand il rentrait de l'école, à aller dans sa chambre pour faire ses devoirs. Et lui, il arrivait, il avait peur, il avait 11 ans, il était en 6e, et il allait direct dans le salon.
il mettait la télévision, il bougeait pas, il allait au bout d'un moment dans la cuisine quand même chercher son goûter à toute vitesse, il retournait dans la pièce, etc. Donc après, on a fait un peu d'hypnose, on a fait différentes choses, et en 2-3 séances, c'était fini. Hein, mais le fait de dessiner la maison, ça permet vraiment de comprendre. Les enfants qui vont dessiner leur chambre. Voilà, donc pour les familles recomposées, bon voilà, la maison de papa, la maison de maman. Je ne donne pas tous les détails, ça serait trop long. Mais c'est intéressant de leur faire représenter les deux maisons et puis un trait entre les deux. C'est une petite qui avait du mal à accepter la séparation, mais elle a accepté de faire le trait comme ça. C'était bien. Et ça, c'était, oui, ça c'est une histoire que j'aime bien. C'était un petit garçon qui au départ donnait quand même des coups de pied à sa maman parce qu'il ne voulait pas de la petite sœur à venir. Et avec le château, on avait imaginé le retour de maman de la clinique avec le bébé. Donc, lui, il avait habité dans le château avec papa. Donc, ça, c'était tout seul. Mais vous voyez que même vous prenez un enfant tout seul, c'est systémique, on parle de la famille. Et du coup, lui, il était avec papa là, dans le château. Donc, il m'avait raconté tout ce qu'il faisait pendant les 3-4 jours où maman était absente. Et puis, tout d'un coup, il y a maman qui arrive avec le bébé à cheval. Hein, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, papa, il dit, oh, mince, on n'a pas rangé la cuisine. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des mises en scène qui sont intéressantes parce que c'est vrai, tout ce qu'ils montrent là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je voudrais relever ce que tu as dit qui me paraît très important, Valérie. C'est anecdotique, hein, mais important. Tu as dit, on n'est pas en formation. Tu l'as dit il y a 3 minutes. Et moi, j'ajouterais, on n'est pas en formation et nous ne sommes pas non plus en thérapie. C'est-à-dire qu'on est simplement dans une conférence d'information. Hein. Tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je risque de donner trop de détails qui ne seront peut-être pas appropriés à ce contexte-là. Oh non, mais c'est jamais trop. C'est jamais trop. Mais c'est bien de préciser que ce n'est pas une formation, hein, que c'est une présentation. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Il va y en avoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Sophie? Oui. Bonsoir Valérie, bonsoir Marie-Christine également, j'en profite. Bonsoir. Voilà, moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous remercier en fait parce que je trouve que c'est hyper clair en fait. Moi, c'est vrai que la thérapie familiale systémique, j'en avais entendu parler, mais vraiment de façon très lointaine, on va dire. Et là, le fait que vous ayez autant d'exemples, de cas concrets et que la façon dont votre présentation est structurée, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, donc un grand merci pour ça. Merci beaucoup. Merci Sophie. D'autres questions? Alors, je vais voir dans le chat. Moi, j'aurais une question. Oui. Moi, c'est vrai que la systémie familiale, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Moi, j'ai une formation en PNL. Et donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Donc, la formation en systémie familiale ou qu'est-ce qu'il faut avoir en fait pour arriver à coacher des familles, avoir des outils vraiment spécifiques pour les familles? Alors, une fois que vous avez fait la PNL, tout dépend de votre objectif, hein, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des formations, je dirais, relativement longues en thérapie familiale. Après, moi, je donne des formations aussi, mais plus courtes. C'est sur 4 jours, mais intenses. Donc, je donne des outils déjà pour démarrer, voir si ça plaît ou pas. Ça peut être aussi une option. Et sinon, il y a des centres qui forment à cela. Hein, moi, j'ai été formée par Carole Gamer, qui, je crois, continue sur Paris et j'ai beaucoup apprécié. Tu as fait Carole Gamer en thérapie familiale, mais avant, tu étais au niveau maître praticien en PNL. Tout à fait, oui. Oui, j'avais fait l'hypnose, etc. Et l'hypnose, et voilà. Oui. Donc, pour commencer à travailler avec des enfants, le praticien en PNL est déjà tout à fait correct. Mais
je vois au fil des années que plus je reçois d'enfants, finalement, plus je reçois de parents de ce fait. Et c'est vrai que d'avoir le maître praticien, c'est l'idéal. Ça, c'est certain. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et le parent, il peut venir vous voir en disant, ben voilà, moi j'ai tel... oui, je viens parce que je fais des colères aussi, j'ai envie d'en parler. Et puis, vous tombez sur des situations dramatiques, difficiles. Et c'est vrai que le maître praticien, c'est l'idéal de toute façon pour accompagner les familles. Ça, c'est ce que je recommanderais, bien entendu. Et puis après, en thérapie familiale, il y a différentes options. Moi, je peux vous laisser mon mail. Je l'avais mis, je crois, sur le... si vous avez des questions, par la suite, je vais vous le montrer. Je crois que je l'avais mis dans le PowerPoint aussi, après ça. Mais il est dans l'annonce, non? Il est dans l'annonce, le mail? Je ne sais pas. Oui, oui, il est dans l'annonce, ton mail. Ton mail, ton YouTube, tout est dans l'annonce. Ok, alors tout y est. Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, moi, je suis à votre disposition. Je répondrai avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur les parents, sur les enfants, les petits, les ados. Oui, sur les petits. Oui. Oui, Mathilde. Oui, bonsoir à toutes et tous. À un moment, Valérie, tu as donné la possibilité de convenir avec l'enfant d'un petit changement qu'il garde secret ou de changer quelque chose, je crois, dans son attitude ou de faire une surprise. Enfin, c'est quelque chose qui garde secret et qu'on va voir si ta maman le remarque ou tes parents. Tu peux faire ça à partir de quel âge? Oh, petit déjà. Oui. Cette semaine, il devait avoir quoi? 5 ans? 5-6 ans, oui, oui. Ah oui, ils sont tout contents. D'ailleurs, on voit à la fin de la séance, parfois les parents veulent savoir ce qu'on a fait, hein, quand je reçois l'enfant tout seul. Et puis je vois le petit l'autre jour, il a dit non, maman, je ne te dis pas. Ah oui. Ça aussi, en amont, quand je les ai au téléphone avant qu'ils viennent, je leur dis écoutez, je vous dis aussi qu'à la fin de la séance et de chaque séance, moi, je ne dirai pas grand-chose volontairement parce que je veux que l'enfant fasse comme il veut. Soit il vous racontera plein de choses parce qu'il a envie, soit il ne vous racontera pas, mais s'il ne vous raconte pas, c'est peut-être justement qu'il veut vous faire une surprise ou qu'il veut lui réussir par lui-même, sans être forcément encouragé, vraiment par lui-même. Ça sera de sa réussite. Donc effectivement, oui, il y a des moments où ils ne veulent pas le dire. En famille, ce qu'on peut faire, c'est que chacun, par exemple, et ça c'est plus dans les tâches quand on reçoit toute la famille, que chacun décide de changer quelque chose sans le dire. Ah oui, ça, oui. Et la fois d'après, quand ils reviendront, chacun dira ce qu'il pense que l'autre a changé. On peut vraiment faire des choses très amusantes et du coup, ça devient un peu plus léger pour les familles, tout ça. Merci. Voilà. Quelqu'un demandait pour les traumas, c'est ça? Oui. Je n'ai pas compris. Oui, j'avais posé la question de savoir si, alors c'est pas forcément, on peut le découvrir pendant une séance, que finalement l'origine des problèmes dans la famille peuvent être beaucoup plus traumatisants en fait, parce qu'il y a pu avoir des origines de violence ou d'inceste dans la famille qui sont souvent tues et que vous pouvez découvrir lors d'une séance et comment à ce moment-là vous travaillez, quoi. Alors, ouais. je n'ai pas eu le cas directement en famille, mais quand il se passe quelque chose d'important et que je pense que ça n'est pas dans mon registre, je demande à la personne de contacter un psychiatre ou voilà, un professionnel, mais plus du côté médical. Après, ça dépend de ce que c'est. Moi, je travaillais avec un monsieur un jour qui avait un problème d'alcool. Et puis, en travaillant ça, il m'a dit que finalement, il avait été abusé quand il était jeune. Mais je veux dire, il avait déjà travaillé dessus à un moment donné avec un psychologue. Donc, voilà, il me l'a dit. On a continué à faire ce qu'on avait à faire et ça allait. Tout dépend de ce qui se passe. Et si c'est vraiment un trauma que ce n'est pas dans mon registre, moi, je dis tout de suite. Je pense que c'est très, très important de dire là, vous savez, ça sort de Ça peut être un traumatisme vécu dans la famille, je veux dire. Pardon? Ça peut être un traumatisme vécu par la famille parce que ça peut être des événements qui sont tus
et qui finalement créent soit des tensions, des conflits, soit des personnes se séparent. Tout dépend de ce que c'est. Hein, il y a des psychiatres qui sont formés à la thérapie familiale et qui sauront peut-être beaucoup mieux régler ça. Ou parfois, il arrive que quelqu'un ait une difficulté à un moment donné et travaille déjà ça avec un autre professionnel. Il y a vraiment toutes les options. Il y a vraiment toutes les options. Après, si ça n'est pas dans mon registre, je le dis. Moi, je ne suis pas formée à tout et j'ai mes limites. Et je pense que comme professionnel, c'est bien de savoir ce qu'on sait, mais c'est surtout très important de connaître nos limites. Alors, la chance que j'ai, c'est que je travaille beaucoup avec des médecins. Et donc, les médecins, s'ils envoient des personnes me voir, c'est qu'a priori, ça ne relève pas d'un psychiatre. Mais une fois, j'ai une dame qui est venue, et parce qu'elle était anxieuse, etc. Et puis, ce qu'elle m'a dit m'a fait peur. Elle avait envie de tuer des gens, etc. Et là, je suis désolée. Oui, elle était chauffeur de bus. Je dis, écoutez, là, je suis désolée, c'est plus de ma compétence. Hein. Donc, je pense qu'il faut que vous parliez vraiment à quelqu'un qui va pouvoir vous aider beaucoup mieux, tout simplement. Et c'est ce qu'elle a accepté de faire. Et quand j'ai appelé la généraliste en disant, écoutez, je ne comprends pas très bien pourquoi vous me l'avez envoyé, elle m'a dit, non, non, vous inquiétez pas, je savais très bien ce que je faisais. En venant chez vous, et je savais que ça allait se passer comme ça, que vous alliez faire ça, je savais qu'après, elle serait prête pour aller voir un psychiatre. Mais si au départ, je lui avais dit, allez voir un psychiatre, elle ne serait jamais allée. Donc, je pense que le plus important, c'est de connaître nos limites aussi. Savoir jusqu'où on peut aller. Ça, c'est très important. C'est respectueux et c'est ne pas mettre les gens en danger non plus. Donc, tout dépend de ce qui se présente. Moi, j'ai des parents qui m'appellent dernièrement, depuis quelques mois, pour des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. Ben non. Ils sont à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, elle va venir vous voir. Non. Parce qu'en sortant de l'hôpital, la jeune fille, elle va être accompagnée par le psychiatre, par des psychologues, et il y a déjà toute une structure. Par contre, quand ces professionnels auront fait leur travail, parce qu'il y a des parents qui veulent plein de gens en même temps, ça n'a pas de sens. Quand ces professionnels auront fait leur travail, qu'elle ira mieux, si elle a besoin de travailler la confiance en soi, sa relation avec les autres, se reconstruire, oui, mais pas avant. Non, moi, je me souviens, j'ai parlé avec un médecin un jour qui m'a dit, est-ce que vous prenez les jeunes qui se scarifient? J'ai dit non, pour moi, ça c'est très grave. Il m'a dit, bon, ben, ça va, je vous enverrai du monde. Connaître ses limites. Je crois que c'est très important. C'est beaucoup de questions. Une petite question. Oui, Claire. Dans le descriptif de la soirée, on parle d'une question miracle. Est-ce que c'est simplement une question qui déclenche des choses intéressantes ou est-ce que c'est une question particulière? Alors, c'est les deux. C'est les deux. C'est une question particulière et qui déclenche des choses très intéressantes. Et qu'on utilise beaucoup en systémie, ça vient de Steve de Chazer, si je ne me trompe pas. La question miracle consiste à dire à la personne, imaginez que ce soir, en rentrant chez vous, vous fassiez tout comme d'habitude. Alors, on la met déjà un petit peu en état hypnotique. Et puis, pendant la nuit, il y a un miracle qui se produit. Et tout ce pourquoi vous êtes venu est arrangé, est réglé. Il n'y a pas de problème en clair. Et vous vous réveillez le lendemain matin, le miracle a eu lieu, vous vous réveillez le lendemain matin, et vous ne savez pas que le miracle s'est produit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est mettre la personne état présent, état désiré, en fait, c'est un peu ça, un peu en état hypnotique. Et donc, en fait, les personnes te racontent comment c'est le matin, quand tout va bien, le problème est réglé dans la nuit, il y a eu un miracle. Alors, moi, je ne l'appelle pas forcément un miracle quand je fais en famille, je vérifie avant si le mot a du sens pour les enfants, ça peut être une fée qui va venir, qui va tout arranger, c'est eux qui vont choisir un petit peu le mot pour que ce soit adapté, pour que tout le monde comprenne. Et il m'est arrivé de le faire en famille, c'est magnifique comme travail. Ça, je le présente en formation, pour le coup, et en expliquant comment on l'utilise avec les familles. Donc après, chacun va dire comment c'est le matin, quand tout est réglé, dès le matin. Ce que chacun observe, ce que chacun fait de différent, ce que chacun observe que l'autre fait autrement, et chacun donne sa nouvelle version de la vie idéale en famille. Donc c'est un bel exercice, tout à fait. Et on peut le faire en individuel, hein, juste avec une personne, comme on peut le faire en famille, et ça c'est magnifique. Je me souviens, j'avais vu faire cela en hôpital psychiatrique avec justement Karl Gamer qui recevait une famille, et chacun dessinait comment ça pouvait être. Et donc, les gens qui sont arrivés très, très énervés, parce qu'ils sont souvent très, très énervés quand ils viennent, ils repartent, ils sont heureux, ils sont souriants, ils ont de l'espoir.
et des solutions et des choses qu'ils ont imaginées, pas imaginées, inventées, mais qui se sont représentées comme possible. Donc, c'est un beau travail aussi, la question miracle. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on nous quitte, on nous partage. Bon. Y a-t-il d'autres questions avant la fin de la soirée? Sur les personnes qui ont des enfants ou les personnes qui voudraient s'intéresser à l'accompagnement des enfants ou des familles. Non? Bon. Valérie, est-ce que tu as encore un point à développer? Alors peut-être pour finir, juste rapidement, dire à quel point c'est proche et complémentaire de la PNL, parce que comme vous avez pu voir, on travaille sur un objectif, bon, sauf qu'on n'en a pas un, on en a autant qu'il y a de personnes, quand on recevait plusieurs personnes, de la complexité, mais on travaille toujours sur des objectifs. Les deux sont orientés solutions, donc on est vraiment là pour accompagner les familles ou les personnes et les aider à trouver leur solution de manière écologique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'écologie de chacun et l'écologie, c'est-à-dire l'équilibre de la famille. Et ça sont des points importants. Et puis, comme vous savez, il y a l'écologie de l'objectif, l'écologie des moyens, l'écologie du résultat. Donc, il y a vraiment, et ça pour chacun. Donc, c'est vraiment un travail qui est très, très riche de ce point de vue-là. En point commun encore, je dirais qu'il y a les recadrages. Et avec les familles, on fait énormément de recadrage positif parce qu'il faut aussi beaucoup valoriser les familles et chaque personne individuellement pour tout ce qu'elle fait. Vous avez un parent qui arrive en disant en colère contre son enfant, c'est à chaque fois arriver à tourner les choses en proposant une autre option, un autre regard pour apaiser un petit peu les choses et puis pour ouvrir l'espace. Donc pour ça, c'est pareil. La posture, c'est la même chose. Vous êtes extrêmement centré, à l'écoute, vous accompagnez. C'est le client qui sait qu'il est 4 ans ou 80 ans, c'est lui qui va trouver sa solution. Nous, on accompagne et on a déjà de quoi faire comme ça. Pas d'interprétation. On parle des positions de perception, c'est vrai. Indirectement, on fait des positions de perception avec les questions indirectes ou les questions circulaires, ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure. Et puis après, il y a des outils spécifiques, effectivement, comme les questions miracles, comme les échelles, mais les échelles, on peut aussi les utiliser en PNL, l'échelle du problème, l'échelle de la motivation, l'échelle de l'espoir, et puis plein d'autres. Et ça, c'est intéressant aussi en famille. L'échelle du problème, de ce problème-là, il est à quel niveau sur 10 10 sur 10 étant le pire, votre espoir, votre motivation pour que ça change, etc. C'est aussi une manière intéressante de travailler en systémie, en famille. Et puis bon, on ne va pas rentrer dans tout, mais vous avez, comme on a vu tout à l'heure, des personnes qui viennent et qui ne sont pas motivées de la même manière pour les mêmes choses. Donc moi, je travaille beaucoup avec le côté acteur, demandeur et touriste. Alors, il y en a qui appellent l'acheteur. Moi, je préfère acteur, c'est celui qui est très motivé pour que ça bouge. Le demandeur, il veut que ça change, mais il pense que ça ne dépend pas de lui, qui n'a pas les moyens de faire bouger les choses. Et puis le touriste, qu'on peut appeler le visiteur aussi, c'est celui qui ne sait pas trop pourquoi il est là, pour lui tout va bien. Et avec des positionnements très très différents, il faut arriver à aider à trouver un objectif et des moyens de régler les problèmes. Donc c'est vraiment un travail qui est très riche, qui est très intéressant, où on est tout le temps un petit peu comme un équilibriste, parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, on va mettre le pied, il faut tenir et s'adapter en permanence. Et je pense que ça, c'est la même chose qu'en PNL. Et voilà, donc moi, je trouve que c'est intéressant et ça permet vraiment à chacun de trouver sa place dans la famille, mais pas uniquement dans la famille. Voilà. Voilà. Y a-t-il des remarques ou encore des questions pour terminer? Je lis, merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Comme toujours, Valérie est humaine, très structurée dans sa présentation, avec sa touche personnelle liée à son expérience. Voilà, c'est passionnant, etc. Il y a un très beau chat
Conférence très riche, très concrète et très inspirante. Valérie, est-ce que tu as une formation bientôt sur le sujet ou comment on Non. fait pour savoir? On va sur ton site ou... Non, il n'y a pas sur le site. Ne regardez pas sur Non. le site parce que je ne veux pas que les personnes s'inscrivent sans qu'on ait échangé avant. Là, c'est Oui. différent parce qu'on se connaît d'une certaine manière, mais je ne veux pas que des personnes s'inscrivent et je ne sais pas du tout si ça va Absolument, être ou oui. pas. Il Donc, faut connaître les personnes en PNL maintenant, oui. je mets sur le site une fois que c'est fait. Donc, Ouais. c'est pas très intéressant d'aller sur le site pour ça, du moins. Par contre, vous avez mon mail. Donc, si Oui. vous êtes intéressé, j'ai prévu de prochainement faire le programme pour à partir de septembre. Septembre. Oui, Ok. parce qu'avant, j'ai d'autres engagements et je ne vais pas redémarrer. Et puis tu vas partir en vacances peut-être. Peut-être. Et j'aime bien démarrer au début de l'année. Oui, oui, oui. Donc, je vais mettre en place le programme bientôt, je pense que la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Hein, Très envoyez-moi bien. un mail. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose? Sinon, merci infiniment Valérie. Comme d'habitude, c'est lumineux, intéressant, passionnant. Et puis, on espère te revoir bientôt, hein, parmi nous, à l'association. Hein. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la proposition. Merci infiniment. Et André, qui m'avait contacté il y a quelques mois. Aurélie veut dire quelque chose ou tu dis au revoir? Non, elle dit au revoir. Au revoir. Très bien. Merci à vous d'être venus. Merci infiniment. À bientôt à tous. Merci à tous. Au revoir.